de région. Et ici, je souhaite à toute l'équipe en place autour de Paul de réussir cette fusion. On en parlera un petit peu. J'ai prévu une présentation pour vous expliquer le pourquoi de notre démarche, parce que je pense que les uns et les autres, vous êtes tous un peu au courant, mais vous posez des questions. Pourquoi la fédération vous impose de faire du 3-3, vous impose de réfléchir à des choses différentes. Avant de démarrer la présentation, la chose que je veux dire au club, c'est qu'il n'y a strictement aucune obligation de suivre ce qui est ici. C'est-à-dire, derrière, si le club veut rester uniquement faire du 5 contre 5 traditionnel, il peut le faire, on n'a aucun problème. S'il ne veut pas du tout se lancer dans d'autres occupations, activités de 3-3 ou de vivre ensemble, on n'a aucun problème dessus. Et sachez qu'au grand jamais, bon, je parle sous couvert parce que je ne suis pas bien évidemment président à vie, mais sous la présidence et l'équipe que j'anime, il n'y aura strictement aucune obligation pour un club 5-5 de faire du 3-3. C'est-à-dire qu'on ne vous imposera pas du style, si vous n'avez pas 3 équipes en 3-3 engagées, on va vous sanctionner de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très clair. Tout ce qui est ici, c'est de la pédagogie, vous faire comprendre que les choses évoluent. Et elles évoluent vite, et très souvent, elles évoluent sans nous. Et cette évolution de la société, cette évolution du sport en France et ce contexte, mon travail, ma mission, mon obligation, c'est de vous l'exposer ici. Donc elle est en place. On va balayer une dizaine de points. Ces 10 points qui sont ancrés déjà depuis le mois de septembre-octobre dans notre réflexion globale et elle n'a pas changé. Par contre, on a beaucoup travaillé depuis le mois de septembre, la fédération, pour mettre en place une réponse à ce contexte. Et sachez qu'on a très peu de sports ont aujourd'hui la capacité de proposer une solution alternative. Donc ma seule mission aujourd'hui, c'est de vous expliquer le pourquoi. Le pourquoi de tout ça, le pourquoi de ce projet 2024. Et de répondre à vos questions, tout simplement, sans détour comme on le fait systématiquement. Donc on va attaquer la slide suivante. La première chose qui est importante, et je vais passer un peu de temps dessus, c'est vous expliquer le contexte du sport en France, ce qu'on vit, nous, de l'intérieur. Vous savez, je suis vice-président du comité olympique. On travaille beaucoup sur pas mal de chantiers actuellement parce que les choses évoluent beaucoup. Les 8 premiers points sont des points qui concernent tous les sports. Les 2 derniers points sont des points qui concernent le basket. Première chose qui est importante, depuis le 13 septembre 2017, on nous a attribué, vous savez, les Jeux olympiques et paralympiques en 2024. Ce que j'ai écrit ici, je l'assume. Je me suis fait engueuler par Tony Estanguet, président du COJO, parce que j'ai écrit que les Jeux, c'était une menace. Je ne dis pas que c'est une menace, mais globalement, quand on a un énorme pavé qui arrive comme ça, en France, quand il y a un énorme pavé qui globalement concerne tout le monde du sport, automatiquement, on peut se poser des questions, savoir si on est en capacité de l'absorber, de s'adapter. Donc derrière, on fait normalement un SWOT, vous le savez, on essaie de regarder quelles sont les menaces, quelles sont les opportunités, quelles sont les forces et les faiblesses de nous par rapport à tout ça. C'est une opportunité, oui, 1000 fois oui, parce qu'effectivement, on va parler de sport pendant quelques années, on va préparer un héritage de ces Jeux, et puis surtout, on va mobiliser tout le monde, des énergies positives. On pense aux territoires, on pense aux régions qui veulent à un moment donné aussi s'approprier une partie des Jeux dans la préparation, pour quelque part créer cette animation, ce lien avec un événement planétaire. Donc c'est une opportunité extraordinaire. Mais c'est aussi une menace, parce que est-ce qu'on est prêt, nous, le système fédéral traditionnel, à ce type d'enjeu? Un exemple simple, l'économie du sport. On considère que le sport, c'est à peu près 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires tous les ans. Le premier contributeur du sport, ce sont les ménages qui souffrent. Le deuxième, les collectivités territoriales. Aujourd'hui, on pense qu'au moment des Jeux, ce chiffre d'affaires va bien évidemment augmenter. Bien évidemment augmenter parce que ce focus va se transformer sur des opportunités économiques. Mais aujourd'hui, désolé, il se rétracte un petit peu. Il se rétracte parce qu'il y a la situation économique qui n'est pas saine, etc. Des choses tout simples pour nous. Le fait du prix du pétrole, le prix de l'essence, ça va faire qu'on va être en difficulté rien que pour le déplacement au niveau de vos équipes de jeunes. C'est un exemple simple. Donc derrière, le problème, c'est que le gâteau se rétrécit, mais vous avez beaucoup d'acteurs qui se positionnent pour être performants et prêts au moment 2024.
des promoteurs privés, des marques, etc. Des gens qui viennent à un moment donné commencer à poser les jalons pour être prêts pour 2024. Nous, on a quoi? Nous, on a nos clubs, on a nos traditions, on a nos valeurs, et quelque part, je dirais, qui sont des forces extraordinaires. Nos présences sur le territoire, mais avec une situation qui est quand même difficile. Donc je considère que c'est une menace, tout simplement. Deuxième point qui est important, c'est l'ubérisation de la société. On parle d'ubérisation partout. Aujourd'hui, quand vous voulez acheter une voiture, un smartphone ou prendre un service, la première chose que vous faites, vous allez sur Google, vous tapez quelques mots-clés et vous regardez, et vous comparez. Autrefois, vous traversiez la rue pour acheter un pantalon, par exemple, et ce pantalon, vous prenez ce qui était en stock dans le magasin. Aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous choisissez, puis derrière, si vous trouvez votre solution, vous la commandez par Internet. Mais le sport, c'est exactement pareil. C'est un service qui est ubérisable. Tout est ubérisable, vous savez, la restauration, la médecine, les dents, etc. Tout est ubérisable. Le sport est ubérisable. Aujourd'hui, les gens vont vouloir consommer du sport de façon différente. Et je l'ai écrit en particulier du sport hors des clubs et du sport sans contrainte. Aujourd'hui, et vous le savez, je vais prendre deux exemples. L'autre jour, j'étais avec une dame qui était encadrante de jeunes à Villeurbanne. Une dirigeante qu'on a honorée dans le cadre de ces femmes sur tous les terrains l'autre jour. La semaine, elle a 26 gamines en entraînement. Le week-end, elle n'en a plus que 6 pour les matchs. Je pense que c'est du vécu. Vous avez la même chose. Entre les parents qui sont, hélas, phénomènes de société sur les familles recomposées qui, derrière, en alternance, sont des gamins, donc vous ne les voyez plus. Et deuxième chose, vous avez des parents qui veulent les jeunes pour les week-ends, pour eux. Donc ils payent la garderie pour que les jeunes aillent dans les clubs s'entraîner la semaine, et puis le week-end, ils n'en veulent pas au niveau des compétitions. Donc c'est bien une forme d'ubérisation. La deuxième chose, et on va voir beaucoup de plus en plus, en senior, des gens qui payent la cotisation pour venir s'entraîner en semaine, mais qui ne sont jamais disponibles le week-end, parce que ce qu'ils veulent, c'est juste pouvoir transpirer en semaine. Et on s'aperçoit que de plus en plus, il y a des gens qui ne viennent même plus dans les clubs, et qui vont directement consommer du sport de façon différente. Je prends l'exemple ici des Hoops Factory, même si la Hoops Factory est encore une entreprise en devenir, on ne sait pas de quelle manière. On sait qu'il y a des gens qui consomment, qui vont acheter le créneau avec des copains pour transpirer, etc., sans avoir les contraintes que l'on a des clubs, tout simplement. Donc ça va arriver de plus en plus. Et je suis sûr que ça va arriver en priorité dans les métropoles. Parce qu'automatiquement, il y a la population, il y a les capacités économiques, il y a un turnover qui fait que ce sont des structures commerciales qui peuvent, demain, y arriver. Aujourd'hui, et je finis sur ce point d'ubérisation. Vous êtes dans des clubs, vous êtes en responsabilité de club. Autrefois, un jeune, quand il était dans un club, il faisait du basket. Quand il avait marre de jouer du basket dans ce club, la chose qu'il faisait, c'était de muter dans le club d'à côté. Et puis à un moment donné, ce jeune, il avait marre de faire du basket et qu'il voulait faire du hand ou du volley, qu'est-ce qu'il faisait? Il mutait dans un club de volley ou de hand. C'est-à-dire qu'il restait globalement dans le monde fédéral traditionnel, le monde des clubs. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, dans les années à venir, ce sera terminé. On aura certainement des parents qui n'auront plus la culture des clubs, donc automatiquement, les gosses, ils n'auront plus la culture des clubs. Et quand vous savez que derrière, et on le constate nous aussi, nous perdons des licenciés. Nous perdons des licenciés. L'an dernier, dans le club, nous avons perdu 13 000 licenciés. Cette année, nous sommes déjà en perte de 7 000 licenciés. 13 plus 7 égale 20 000. La fédération a perdu 500 000 euros sur le budget en 2 ans, en cumulé. 500 000 euros, c'est-à-dire l'équivalent d'à peu près 1 euro par licencié. Alors autrefois, on disait que c'est normal que la fédération perde licenciés parce que l'équipe de France n'avait pas des résultats ou parce que la Ligue nationale de basket avait ses compétitions sur des chaînes payantes. Donc on disait, la fédération ne faisait pas le boulot pour que derrière on puisse avoir promotion. C'est des faux problèmes parce que tous les sports perdent des licenciés, sauf cette année, un sport, le foot. Vous savez pourquoi. Ok. Mais quand le foot, les clubs en auront plein la gueule, les jeunes iront sur les autres sports, mais jamais en concurrence de ce qu'on a eu par le passé. On est au taquet, vous le savez dans vos clubs, on est au taquet. On ne peut plus accueillir des jeunes.
Et pour accueillir des jeunes dans nos clubs, il faut 3 leviers. Le premier levier, il faut des créneaux dans les salles. Et vous le savez, il y a difficulté de maintenir les créneaux actuellement, parce qu'on est en concurrence avec d'autres sports, ou parce qu'il y a des salles qui sont en rénovation, parce qu'il y a tout ça, vous le savez, au quotidien. Deuxième levier, il faut de l'encadrement, qu'il soit bénévole ou salarié. J'en parle après. La suppression des employés, ça nous a quand même fait du mal. Et le troisième levier, c'est de l'argent. Il faut un peu d'argent pour à un moment donné véhiculer ou équiper nos équipes. Et quand vous manquez de ces 3 leviers, automatiquement, vous commencez à réduire dans les clubs vos capacités de monter des équipes ou d'embaucher ou ou d'engager des équipes dans les compétitions. Donc nous perdons des licenciés et je suis incapable de dire ce qui va se passer dans les années à venir. Aujourd'hui, on est monté en flèche. Bien évidemment, on a intégré, vous savez, les licences contact, ce qu'on appelle les autorisations temporaires de pratique. Tous les sports font ça. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où on va régresser automatiquement. Comme tous les sports. On est tous conscients de ça. Quatrième élément de contexte, même si j'ai appris, j'aurais dû changer ici, il y a une baisse quand même des financements publics. Direct, l'État se désengage direct, on l'a vu sur les problématiques de budget d'État, sur le CNDS, la pétition. La pétition, on ne sait pas si c'est bien, c'est pas bien ce qu'on a fait, mais sachez quand même, je suis quand même fier, c'est nous. Le basket, nous avons été le premier sport à avoir signé le nombre de signataires, le premier sport devant le foot, devant les autres. C'est quand même un plaisir de savoir que la région ici aussi a signé cette pétition. Mais bon, il y a une baisse des financements directs de l'État, baisse aussi indirecte parce que les dotations aux collectivités locales baissent, donc automatiquement les collectivités locales, ils ont des choix à faire, des choix budgétaires. Les collectivités locales, quand ils savent que le sport n'est pas une compétence obligatoire, ils le font que ceux qui peuvent et que ceux qui veulent. Donc à un moment donné, quand ils ne peuvent plus, qu'ils font des choix budgétaires, automatiquement, il y a des coupes sombres aussi de sport. Et très souvent, vous avez la collectivité locale qui vous invite, l'ensemble des sports, en disant, écoutez, on aimerait bien continuer à vous aider, mais on ne peut plus vous aider. Donc on va essayer de tenir tout ce qu'on peut, jusqu'au moment où on va peut-être décroître, où certains même ne préviennent même pas. On a certains qui, du jour au lendemain, coupent les subventions publiques, et derrière, les clubs se retrouvent en situation délicate. Je ne suis pas persuadé que demain, on va remonter sur une aide publique. Le pic, je pense, c'est 2011 de mémoire. Je dis 2011, c'est le pic des aides publiques qu'on a. À la décentralisation, montée en puissance, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et je dis tout à l'heure, les collectivités locales sont le premier contributeur du sport. Mais derrière, on aura cette réduction, et les employés nous ont fait mal, les employés, puisque c'était des jeunes qu'on mettait très souvent sur nos encadrements de jeunes. Le 5e point qui est important, c'est toute la promotion qu'a fait le gouvernement sur le sport hors cadre fédéral. Je prends 2 exemples. La première, c'est quand on a eu les Jeux Olympiques, la communication a été faite de dire Eureka, nous avons les Jeux, on va développer derrière 3 millions de plus de pratiquants. 3 millions de plus de pratiquants, ce ne sont pas des licenciés. Je rappelle qu'en France, nous sommes 17 millions de licenciés et il y a plus de 30 millions de pratiquants. Donc ce n'est pas parce que vous êtes pratiquant que vous êtes licencié. Et qui vous dit que demain, les futurs pratiquants ne sont pas aujourd'hui des licenciés qui ne le seront plus demain? Et le deuxième exemple, c'est sur le CNDS, l'affectation unilatérale de 3 millions d'euros pour la fête du sport. On aime, on n'aime pas, je dirais, on n'est pas là pour faire. Mais ces 3 millions d'euros, c'était 3 millions d'euros de moins sur l'aide au club, dans le cadre du système fédéral. Donc ça montre bien que demain, on serait ravis dans 2024 que le sport se développe, mais se développe partout, et peut-être pas dans les clubs. Et j'ai eu quand même, moi, 2 exemples qui m'ont vraiment fâché de représentants de l'État. Le premier, c'est de dire qu'il faut absolument que les clubs libèrent des créneaux pour que des gens viennent s'entraîner dans les clubs sans licence. Donc c'est la vote à vous au club, si derrière les gens ne peuvent pas faire du sport non fédéral. Et deuxième chose qui m'a fâché, quand même, et je peux citer les sources, c'est à Montpellier, hein, donc je peux vous le citer tout de suite, tout ça vient, qui l'a dit. Deuxième chose, ce sont les fédérations qui sont les freins au développement de leur propre sport. On aimerait quand même que ces gens ils viennent un peu au turbin avec nous, hein, pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc derrière, tout ce travail, ça ne nous plaît pas du tout. Mais ça montre qu'il y a quand même, ça corrobore le point 2, c'est-à-dire l'ubérisation du sport.
Le 6e point qui est important, on le connaît ici, c'est la réforme territoriale. La réforme territoriale, c'est la loi NOTRe de 2015, elle est imposée. Nous avons eu ce débat nous, en interne, on a souhaité que ça soit une opportunité d'y réfléchir, de savoir comment on pouvait traiter les affaires. On est ravis ici que le basket, les 4 niveaux de basket en Picardie, les gens vont en profiter. Mais derrière, la question qu'on se pose demain, c'est quelle proximité? Quelle proximité? Parce que quelque part, c'est pas simple tous les jours. Les territoires sont grands. J'étais à Nouvelle-Aquitaine l'autre jour, j'étais à Lyon vendredi. Quand vous voyez que les gens sont venus d'Aurillac pour la même réunion des clubs d'Aurillac pour venir à Lyon, au retour, ils se sont arrêtés à Chamalières, ils se sont arrêtés à Clermont-Ferrand pour dormir dans un hôtel. C'est-à-dire que chaque fois que vous faites une réunion pour rassembler les clubs, c'est tout vous partez début d'après-midi et puis vous couchez la nuit. Ça devient quand même important, donc il faut qu'on s'organise. Et nous, vous le savez, on a travaillé depuis 2015, on a mis en place toute une modalité avec des comités de concertation régionales, tout un débat. Et sachez, je vais quand même le dire ici, nous avons été la seule fédération à avoir mis en place un fonds fédéral de 3 millions d'euros, qu'on a appelé le FART, le Fonds d'aide à la réforme territoriale, qui a permis 2 choses. Qui a permis la première, d'aider les ligues dans la restructuration sur le plan des ressources humaines, c'est-à-dire que s'ils veulent un directeur territorial, s'ils veulent un cadre technique des officiels, eh bien on les aide financièrement et on donne 110 000 euros à chaque ligue. Et deuxième point, chaque fois qu'un comité départemental et une ligue travaillent pour la mutualisation de leur siège, ici ils étaient avant-gardistes parce qu'ils l'ont fait, Alain et Paul l'avaient fait avant, on aide financière à 10% des travaux. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a eu le comité qui a vendu son siège, la ligue qui a vendu son siège, ils construisent du neuf à côté et nous on finance 10% de cette construction. Donc on a réellement accompagné cette réforme territoriale. Alors, moi ce que je dis aujourd'hui, elle est faite, ici c'est fait, il ne reste plus qu'une région, c'est pas quand qui va se faire au mois de décembre. On est là pour aider à ce que ça réussisse. On sait qu'il y aura 1 an et demi de difficile globalement pour intégrer, pour créer une culture entre les territoires. Mais globalement, après, on souhaite pouvoir partir sur de bonnes choses. Il faut que la réforme territoriale soit derrière. Et bon, moi, j'ai tout à fait confiance à Paul et à son équipe pour le réussir. Le 7e point, et je vais y passer un peu de temps, c'est le chantier de la gouvernance du sport. Emmanuel Macron, au lendemain des Jeux, arrive, puisqu'on a les Jeux, on va en profiter pour rénover la gouvernance du sport. Nous sommes sur un système de gouvernance qui date de De Gaulle. C'était dans les années 60. Où De Gaulle avait eu honte à l'époque de la France sur les résultats des Jeux Olympiques et avait dit il va falloir changer tout ça. Pour changer tout ça, il a fait 2 choses importantes. La première, c'est créer le lien entre l'État et les fédérations olympiques. Et ce lien, il s'est fait par la délégation et la tutelle et surtout de l'argent. De l'argent, et donc il a mis en place des conventions d'objectifs pour chaque fédération. Et la deuxième décision qu'il a prise, c'est créer le corps des cadres techniques. Ce qu'on appelait les CTR à l'époque, vous avez connu les CTD à l'époque, les anciens ont connu ça. Et ces gens étaient des techniciens qui détectaient et entraînaient les athlètes, et grâce à ça, c'est pas le miracle, grâce à ça, le travail, l'expertise, la compétence, on est arrivé à une nation mondiale de qualité avec 40-45 médailles. Voilà. C'est ce travail qui a été fait, qui date des années 60. Mais entre 60 et 2018, il s'est passé des choses. Il y en a une en particulier, c'est la décentralisation. La loi de fer, les années 80, le transfert des compétences aux collectivités territoriales, qui sont aujourd'hui, je suis désolé, le premier contributeur du sport. Comment on peut imaginer demain une gouvernance du sport sans mettre au même niveau que les autres les collectivités territoriales? Donc on a lancé ce chantier, la gouvernance du sport, avec derrière du travail. On a commencé au mois de novembre. Ça s'est lancé, c'était au salon des maires au mois de novembre dernier, c'est quasiment jour pour jour. Avec un comité de pilotage qui s'est mis en place, on a fait 6 séminaires, on a fait 8 mois de travail. J'ai participé, moi, sur beaucoup de chantiers, et on a conclu sur un rapport qui a été présenté, il y avait un changement de ministre entre temps, mais bon, qui a été présenté au Premier ministre, qui l'a accepté sur le principe, il y a une dizaine de jours. Sur ce chantier de la gouvernance du sport, il y a 2 choses essentielles. La première, c'est la création d'une agence unique, qui va regrouper 4 parties. Le premier, c'est l'État. Le deuxième, c'est le mouvement olympique et sportif. Le troisième, c'est le monde des collectivités territoriales. Et le quatrième, c'est le monde du privé. Et ces 4 entités seront là, globalement, le garant du développement harmonieux du sport. Et ça nous paraît cohérent. La question de fond par rapport à ça,
c'est quel financement de tout ça. Pour ça qu'on a fait une pétition. Parce que l'idée, c'est que c'est bien beau d'avoir une coquille, mais si elle est vide, ou avec des gens intelligents qui, globalement, n'ont pas d'argent dans les poches, c'est compliqué à un moment de l'avancer. Le CNDS va disparaître. Au mois de novembre, ils font le dernier CA de clôture du CNDS, et le CNDS, avec l'activité qui est liée au financement CNDS, va passer à cette agence unique à partir de mars, je pense, 2019. Donc c'est un élément important, et là-dedans, plus nous aurons des financements qui viennent de l'État, qui viennent des paris sportifs, qui viennent de taxes buffet, qui viennent de tout ce qu'on veut, plus seront en capacité d'aider le sport. Et nous, ce qu'on veut, là-dedans, c'est que le sport il soit aidé pour les clubs. Donc cette agence unique, elle aura deux, je fais très vite, elle aura deux grands axes. Un premier axe de tout ce qui est haute performance, j'en parlerai après, et un deuxième axe, tout ce qui est développement territorial. Et dans le développement territorial, il y aura deux branches. Une branche du développement territorial dans le cadre fédéral, c'est-à-dire nous, et un développement territorial hors cadre fédéral. Juste une chose, nous sommes, nous, le basket, plus de 4000 clubs. Il y a 170 000 clubs comme nous en France. Mais à côté des 170 000 clubs, il y a ce qu'on appelle des associations socio-sportives. Il y en a 140 000. Et demain, une des conclusions que j'ai lues à l'Assemblée Générale l'autre jour à Avignon, nous aurons 3 acteurs sur le terrain. Comprenez bien, 3 acteurs sur le terrain. Et ces 3 acteurs, on les considère comme des prestataires de services. Le premier, ce sont les clubs, c'est vous. Le deuxième, ce sont les associations socio-sportives. Des gens qui, au travers du social, au travers du sport, font du social. Et le troisième, c'est le monde de l'entreprise, le privé, le promoteur, qui à un moment donné a tout intérêt à développer une entreprise qui sera fructueuse pour lui. Ce seront demain les 3 acteurs du sport. Et les collectivités locales qui sont nos partenaires auront l'obligation de tenir compte de ces 3 acteurs sur le terrain. Et pas uniquement privilégier le monde des clubs comme l'est actuellement. On a profité de cette gouvernance du sport pour retravailler sur plein de dossiers. On est allé sur le sport professionnel, on est allé sur le mécénat, on est allé sur la gouvernance des fédérations, on a ouvert tout le dossier des relations avec les collectivités territoriales, on a ouvert plein de dossiers. Sachez que le gros problème de tout ça, depuis le début, c'est que tout ça, ça a été ouvert au mois de novembre, et que nous sommes au mois de novembre, c'est-à-dire un an après, et qu'on n'a toujours pas de réponse à tout ça. Et nous, fédération, on doit continuer à faire vivre nos activités, préparer des échéances olympiques, et faire en sorte que, globalement, nos clubs puissent continuer à se développer ou à moins se maintenir, sans avoir réponse à tout ce que j'ai dit. Et il y a une dernière ici, le point 8. Onesta, vous connaissez tous Claude Onesta, ancien entraîneur de l'équipe de France de hand. Claude, il a eu une mission de Laura Flessel de travailler sur la haute performance. Comment préparer les fédérations à avoir 80 médailles aux Jeux Olympiques. On ne rigole pas. 80 médailles aux Jeux Olympiques. C'est la commande qui a été faite. On est à 40 aujourd'hui, 40-45. Donc Claude, ici, a attelé à la tâche, il a consulté, il a fait des questions, tout ça, et puis à la fin, il a conclu. Écoutez bien les conclusions du rapport de Claude Onesta. C'est de dire, moi, je définis ce qu'est la haute performance. La haute performance, c'est dans chaque sport olympique, les athlètes qui peuvent être médaillables. Donc il y a 4 points importants. Sport olympique, athlète, médaillable. Si un sport olympique a des athlètes qui peuvent gagner des médailles, il est haute performance. Et donc, tous les autres, c'est du haut niveau. Donc déjà, toutes les fédérations non olympiques, out of record, vous dégagez. Vous n'êtes pas haute performance. Et dans les fédérations olympiques, vous en avez certaines qui sont des piqueurs des médailles. Je prends l'exemple du judo. On sait que globalement, tant que Teddy Riner est là, on sait qu'ils auront des médailles. Mais il y en a quelques-uns, ils ne sont pas trop habitués au podium. Je fais plein d'essais de basket. On en a eu en 2000, vous vous souvenez? On est en 48, mais 48 je ne compte pas. Puis on en a eu en 2012 avec les filles. On ne peut pas dire qu'on soit quand même des grands habitués au podium. Et vous avez bien compris que l'argent, le budget, c'est le même. C'est-à-dire qu'on va prendre
le budget qu'il y a aujourd'hui, on va tout mettre sur les sports à haute performance. Donc ça veut dire que les autres, ils vont disparaître de la circulation. Donc on a tout intérêt à être sport olympique et haute performance. Donc derrière, première question que j'ai posée à Claude, j'ai dit nous, le basket, parce que c'est important quand même. Donc il nous a rassurés, on les considérait comme sport de haute performance. Donc déjà, j'ai soufflé mon coup, mais d'autres vont passer la trappe. Et puis quand même, dans sa deuxième conclusion du rapport, il a dit, mais pour avoir des chances d'avoir des médailles aux Jeux, je ne suis pas persuadé que je vais laisser aux fédérations la préparation des athlètes. Parce qu'il y a les DTN qui laissent toujours, comment ça s'appelle, en place des entraîneurs qui étaient peut-être les experts il y a 40 ans ou il y a 30 ans, mais qui ne sont peut-être plus aujourd'hui. Et comme c'est mon combat de promotion, on va laisser quand même entraîner les athlètes. Ça fera plaisir. Manque de chance, c'est qu'aujourd'hui, il y a des mecs qui ne sont plus au bout du jour. Donc derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il dit, moi, je ne veux plus ça. Donc, sport par sport, je vais décider. Lui, il sera entraîné par sa fédération. Lui, il ne sera pas entraîné par sa fédération. Vous avez bien compris que si vous n'avez pas vos équipes de France, c'est compliqué. Si nous, le basket français, on n'a pas nos équipes de France, le château de cartes, il tombe. Les équipes de France, c'est l'événementiel. Donc, c'est des recettes. C'est des droits de télé, donc des recettes. C'est des droits marketing, donc c'est des recettes. Et si derrière, on n'a pas tout ça, on n'a plus d'argent. Et si on n'a plus d'argent, ben, on va augmenter peut-être 30 € par licencié pour équilibrer ce qu'on a. Je rigole. Et c'est dramatique. Donc la deuxième question que j'ai posée à Claude, j'ai dit, nous, est-ce que nous, on est assez bons pour garder nos équipes de France? Et la réponse, je vous rassure aussi, c'est oui, parce que globalement, on fait du bon travail. Donc là-dessus, sur ce point 8, on est rassuré parce qu'on a une voie tracée. Mais certains n'ont toujours pas la réponse à tout ça. Donc ces 8 premiers points que je vous ai cités là, c'est toute la période de doute que chaque fédération a sur son avenir. Comprenez-le ça. Il faut qu'on rassure les territoires, mais sachant nous-mêmes ce qu'on va devenir. Et puis ensuite, il y en a 2 qui concernent vraiment le basket. Et il y en a une qui est importante pour nous, c'est qu'au mois de juin 2017, la Fédération internationale, et une petite pensée à Patrick Gauman, vous savez, qui est décédé il y a une quinzaine de jours, une crise cardiaque, il s'est battu pour ça. La Fédération internationale a réussi à introniser donc le 3-3 comme discipline olympique. Le 3-3 devient discipline olympique à partir de 2020, aux Jeux olympiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux Jeux olympiques de 2020, ceux qui regarderont ça à la télévision, ils verront du 3-3. Et pour peu qu'on ait une équipe de France qualifiée, on aura automatiquement du focus dessus. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au mois de septembre, on va avoir des gamins qui vont frapper en disant « Papa, moi j'aimerais faire du 3-3 ». Et si nous, la réponse de la fédération, c'est « Ah, mais je veux faire du 3-3 », vous allez voir le club de 5-5 du coin qui est déjà saturé. Et qui à un moment donné ne pourra pas, peut-être, vous prendre. Ça va être ça la réponse. Donc c'est compliqué. Parce que les jeux nous servent à développer une discipline. Donc on a l'obligation, nous, le basket français, de développer la discipline. On avait une solution simple que d'autres auraient peut-être pris. C'est de dire, on va créer une fédération de 3-3. Et on va demander la délégation au ministère pour nous-mêmes traiter de 3-3. Ça veut dire que s'il y a une fédération de 3-3, il y aura des ligues régionales de 3-3, il y aura des comités départementaux de 3-3, il y aura des clubs de 3-3, il y aura la bagarre avec les clubs de 5-5 pour occuper les gymnases, avec des licenciés, avec des collectivités locales. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Nous, on a répondu à ça il y a déjà 4 ou 5 ans. On veut la délégation. On a pris la délégation. Je me suis battu par la délégation. Mais maintenant qu'on a la délégation, c'est pas pour la mettre à la poche. C'est bien parce qu'il y aura des gens qui vont demander à faire du 3-3, automatiquement. Et le dernier point, c'est, vous êtes certainement au courant, le nouveau calendrier de la Fédération internationale qui nous prive de nos joueurs clés. On parlait tout à l'heure de Nando De Colo, on parlait de Rudy Gobert. On aimerait les avoir plus souvent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et il le sait, Christian, le problème, c'est qu'il faut attendre l'été pour les avoir, et que derrière, on est obligé de composer pendant les fenêtres des qualifications des équipes nationales. On a aujourd'hui utilisé 34 joueurs dans nos équipes nationales. Et on est privé, si on là, on est privé de 35 joueurs pour la prochaine fenêtre qui a lieu au mois de novembre. 35 joueurs. C'est comme s'il y a Deschamps, qui a gagné quand même la Coupe du Monde. Quand il devait se qualifier, c'est comme si on lui dit, écoute, tu vas te qualifier, mais tu n'as pas ton premier 11, tu n'as pas ton deuxième 11, et puis tu n'as pas la moitié de ton troisième 11. Mais n'aie marre de toi. Et bien nous, le basket français, on en est là. Et malgré ça,
on a de grandes chances de se qualifier parce qu'on a gagné nos matchs. Tout ça, ça montre le travail de fond de nos clubs, de nous tous, de la Ligue féminine. Et les résultats qu'on a en jeunes, tout ça, c'est important. Est-ce que vous savez le nombre, le montant financier qu'on dépense tous ensemble sur la formation par an? 30 millions d'euros. Le basket français investit 30 millions d'euros par an pour former nos jeunes. Sur une Olympiade, 4 ans, 120 millions d'euros. On pourrait se payer une aréna de 10 000 places et faire du business, plutôt que derrière faire du service public comme ça. 120 millions d'euros pour qualifier nos équipes de France. Je pense que c'est des montants qui parlent. Pour finir dessus, j'ai insisté lourdement, mais ça c'est vital, ça c'est le pourquoi. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ça, peut-être qu'on ne serait pas là ici, que je continuerais à vous présenter le 5-5, la charte des officiels, comment ça s'appelle, les trucs, la Coupe de France avec les points qui marquent sur le championnat, enfin tout ce que les trucs classiques, qui existent et qui sont très importants. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est demain. Et le problème, c'est, pour finir, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'on n'aura pas 15 ans pour faire ça. Parce que les promoteurs, ils frappent. Ils vont voir les collectivités, ils vont voir les banques, ils ouvrent des financements, ils construisent des trucs, ils avancent. Voilà. Donc on en est là. Je continue. Donc derrière, nous, on a travaillé à notre réponse. Ça, c'est le travail de 8 mois. 8 mois que j'animais, moi, 4 heures par semaine. On a mis en place un comité de pilotage. On a mis des points étapes. On a validé. On a travaillé avec une boîte qui s'appelle MKTG Kenéo. Avec un ancien ici, d'ailleurs, Tristan de la Fosse. Vous connaissez Tristan? Un mec sympa, là, qui était là, ici, dans la métropole. Ça se résume à une France en rouge souligné. Moderniser nos offres. Et surtout, accepter de rentrer dans le champ concurrentiel. Quand vous lirez, parce que vous pouvez, je pense, sur Internet récupérer le rapport sur la gouvernance du sport, il y a des mots-clés. On dit le club est prestataire de services. C'est fini l'État-providence depuis très longtemps. Demain, les collectivités locales providence, c'est bientôt du passé. Donc ça veut dire que si on veut avoir des ambitions, je dis, mais si on veut avoir des ambitions, il n'y a rien d'imposé là-dedans. Si on veut avoir des ambitions, il faudra que demain on se bouge pour aller chercher ces ambitions. Donc moi je dis, accepter de rentrer dans le champ concurrentiel. Alors c'est vrai que dans l'Arzac, ou en Ariège, je suis du sud-ouest, le temps que les promoteurs privés viennent faire leur business là-bas, je pense qu'on aura le temps, on continuera à jouer dans le monde rural traditionnel. Mais dans le milieu urbain, dans les métropoles, la concurrence elle est vraiment là. Et j'ai fait cette explication de texte l'autre jour devant les clubs de l'Île-de-France, c'est les premiers concernés. Ils s'aperçoivent qu'ils ont de plus en plus de mal à avoir des licenciés dans les clubs, et que derrière, ils voient que certains, je vous dis bien, certains dans une plateforme qui s'appelle OneBall, des gamins payent 300 € pour engager une équipe un dimanche pour jouer des tournois. 300 €. Ça vous ramène un peu quand même le... Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens parce qu'ils jouent dans des jolis parties NBA, parce que ceci, parce que cela. Si ça va marcher, ouais. Donc la première réponse, je vais la montrer ici. Tiens, je vais en profiter. Le premier élément, nous, c'est, on a imaginé, attends qu'il se casse la gueule parce que celui-là, il a fait le tour de... Il a même été aux États-Unis, celui-là. Nous, on a inventé le Club 3.0. Le Club 3.0, il est ici, cette maquette. J'en ai 2 exemplaires. La cassée, il n'a pas cassé. Celle-là, c'est la cassée, il présente ici. Nous, on imagine que le club, tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est quoi le club? C'est une association 1901 dans laquelle vous avez des ressources à l'intérieur de ce club. Il y a 2 types de ressources. Les premières ressources, c'est le central. C'est ce qu'on appelle les équipements. Les équipements. On ne peut pas faire de basket si vous n'avez pas au moins un terrain pour jouer au basket. On est d'accord. Et si à côté de ce terrain, on peut avoir un lieu de vie pour faire des réunions, pour casser la côte après, pour, je dirais, pour faire quelques lotos, des choses comme ça, c'est un plus.
Je prends l'exemple de la région parisienne, où des jeunes payent quand même, sachez-le, 450 € de cotisation annuelle, des jeunes. 450 € de cotisation annuelle. Que quand vous écrivez au président du club, vous avez une adresse qui est en banlieue, alors que le club est sur Paris. Parce qu'il n'y a rien. Parce que vous louez, le club, vous louez des créneaux dans une salle pour pouvoir faire vos matchs. Et que quand le match est terminé, vous avez les 2 bouteilles de coca qui sont en dehors des vestiaires, quand il y a des vestiaires, et que les gens ne se voient plus. Il n'y a aucune convivialité, il n'y a rien du tout. Donc l'association telle qu'on l'a, nous on la connaît, c'est effectivement des équipements. Si on peut avoir un lieu de vie, ce serait extraordinaire. Je sais que certaines l'ont, certaines l'ont pas. Et puis après, les ressources humaines. Nous, les ressources humaines, ah ben voilà, j'ai retrouvé l'écran. Les ressources humaines, il y en a 4. Il y a le TDO. Le TDO, vous savez qu'on a 4 familles de licenciés. On a les joueurs, les techniciens, les dirigeants, les officiels. Les 3, vous les avez ici. La famille des techniciens, ce sont des ressources du club, vous le savez. La famille des dirigeants, sans dirigeants qui soient en responsabilité, qui soient les 5 encadrants d'équipe, c'est indispensable. Qu'ils soient bénévoles ou salariés. Et puis moi, j'ai l'écrit parce que je l'assume. Les officiels. Je ne parle pas des OTM, parce qu'en général, les OTM, ce sont des gens qui aussi sont dirigeants du club, ou qui sont des parents, etc. Les arbitres. Pour moi, les arbitres, ce ne sont pas des prestataires de services de la fédération. Les arbitres, ce sont des licenciés de club. Il n'y a pas de raison que les arbitres ne soient pas aussi, je dirais, des gens qui encadrent, qui font autre chose qu'être arbitre. Et uniquement comme moi, une fois par an pour avoir négocié la tenue, qui est belle d'ailleurs, cette tenue, on peut en parler si ça vous pose quelques problèmes. Et derrière, d'attendre effectivement d'être payé par le club d'à côté, puis essayer de négocier à un moment donné, d'essayer d'être payé le plus possible. Ce sont des ressources du club. Et nous, vous savez, on a créé, il y a 2-3 ans, le jour d'intérêt général. Nous, on ne veut pas embêter les clubs, mais quand on voit tous les ans, tous les mois maintenant, des coupures de presse dans la TQR où on voit les problèmes financiers des clubs. L'autre jour à Cognac, il y avait une page entière de la SRPJ qui était descendue dans le club de Cognac. C'est dramatique. J'ai l'autre jour énuméré la liste des clubs qui ont disparu. Tout simplement parce qu'on avait des présidents un peu fous furieux qui voulaient montrer le petit jouet que derrière il faisait du haut niveau en National 3 ou en pré-national. Qu'on voit dans les Facebook des annonces où un club de Régional 2, c'est-à-dire 2 divisions en dessous, Régional 2, il propose un joueur sur Facebook, 700 €, plus l'appartement, plus la voiture. Et que derrière, vous avez des clubs qui, par le passé, je dis, bon, après tout, on va prendre quelques risques, je vais négocier comme tous les ans avec ma banque une ligne de crédit pour pouvoir avancer une avance trésorerie. En général, les banques d'Alizé, etc., c'est facile. Et puis, deuxième point, il se dit, bon, si jamais il y a un problème, je m'adresse à mes collectivités locales, tour de table des collectivités locales, je finance, on refoule dans le pot et on redémarre à zéro. Ça, c'est fini. Déjà, les lignes de crédit bancaires terminées. Et puis, bien évidemment, les collectivités locales, on vous avertira, attendez, c'est fini. On ne vous aidera plus. Soyez responsables. Qu'est-ce qui se passe l'étape d'après? C'est que vous avez des clubs qui se disent, mais malgré tout, il faut qu'on y arrive. Donc les dirigeants font un chèque personnel qu'ils mettent dans la corbeille et qui attendent que les subventions publiques et pleurent auprès des collectivités locales en disant, mais moi j'ai mis de l'argent personnel pour ça. Et derrière, parce qu'au bout du compte, ils sont rattrapés quand même pour tout ce qui se passe, ils attendent de récupérer l'argent, c'est humain, avant de déposer. Et donc on se retrouve dans des situations catastrophiques. Je peux vous en parler toute la nuit. Ça, on n'en veut plus. On n'en veut plus de ça. Donc automatiquement, on a mis en place ce séjour d'intérêt général. Si vous n'avez pas l'argent pour payer des joueurs, ne les payez pas. C'est très honorable et respectable de dire non à un agent ou un pseudo-agent. Très honorable. Et on vous respectera. Si par contre vous avez de l'argent, vous demandez de dépenser proprement, de le déclarer, que quelque part il y a des charges qui vont avec, mais à une condition, c'est que ces jeunes filles et garçons, ils font des missions d'intérêt général. C'est-à-dire qu'on les voit sur le terrain, pour s'occuper des personnes âgées, pour s'occuper de la jeunesse, pour s'occuper des handicapés, pour s'occuper de tout ça. Ça s'appelle des missions d'intérêt général. Et pour une collectivité territoriale, c'est quand même plus simple de dire oui, j'aime ce club, mais ce club, il y a un retour sur le territoire. Il fait du boulot sur le territoire. Plutôt que de dire je vais donner l'argent à un club qui va financer un mercenaire qui, dans tous les cas de figure en fin de l'année,
il va disparaître parce qu'il va chercher l'argent ailleurs. Aujourd'hui, avec toutes les difficultés qu'ont les collectivités territoriales, comment vous voulez qu'il soit une capacité de justifier des financements pour aller financer les mercenaires? C'est terminé ça, c'est terminé ça. Donc nous, on met ça en place, et un jour d'intérêt général, c'est autant de ressources pour aller chercher de l'argent pour votre club. Je prends un exemple simple, on le verra après, dans un EHPAD, parce que vous avez l'aptitude pour pouvoir travailler animé dans un EHPAD, eh bien vous négociez avec l'EHPAD qui va vous donner peut-être 1 000 euros, 2 000 euros à l'année pour vous aider à faire quelques aides dans un EHPAD, et puis derrière, cet argent, vous payez une partie du joueur. Voilà. Donc ça, c'est les ressources d'un club. Nous, ce triangle blanc, il est indispensable. Comprenez-le, vous retrouvez pas, vous retrouvez en partie, mais c'est ça un club pour moi, c'est ça un club. Et puis nous, par le passé, le club, il faisait quoi? Il engageait des licenciés dans des équipes pour participer à nos compétitions. On faisait la compétition. Donc le plus bas niveau, c'est le département, la région, le championnat de France, et puis le secteur professionnel. Et quand vous voyez sur ma maquette, vous avez aussi les filles, votre pyramide, vous avez les jeunes, vous avez comme ça 6 pyramides, avec derrière les Coupes de France et tout. Ça existe depuis des années, depuis des décennies. Le basket français, comme tout le basket, s'est développé sur ces bases. Et aujourd'hui, on est persuadé qu'on ira chercher peut-être d'autres alternatives. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a, en Assemblée Générale, modifié nos règles d'affiliation. Aujourd'hui, pour affilier un club, on ne pouvait l'affilier que s'il était club de 5-5, qui engageait des équipes en compétition 5-5. Nous, demain, on va pouvoir affilier des clubs qui vont ne faire que du 3-3. Je prends l'exemple simple, et on en a déjà sous le coup d'une vingtaine d'associations qu'on demandait. C'est dans les milieux rurales, où il n'y a pas assez de jeunes pour faire du basket 5-5. Plutôt que de faire une entente avec deux clubs où au bout de quelques temps, les gens ils vont se taper dessus, ou de faire une CTC, on s'est dit après tout, ouvrons un club de 3-3 et jouons entre associations de 3-3 dans les villages. Un exemple. Deuxième exemple, on a la Hoops Factory, ici, au Aubervilliers, à Évry, à Toulouse. Il va être demain club 3.0. Il va s'affilier, il va organiser des tournois de 3-3 pour le compte de la fédération. Donc demain, nous allons affilier toute une série de clubs pour justement faire en sorte que ces promoteurs privés, qui sont des gens, vous le verrez après, peut-être dangereux pour nous, on puisse leur donner la culture fédérale. Et le troisième élément, c'est, on s'est dit après tout, allons jusqu'au bout les choses. Quand on écoute un peu les collectivités locales, un peu le public, tout ça, on n'est plus dans la compétition tel qu'on l'a connu. On est dans le sport pour tous, dans le partage, dans le projet territorial. Et nous, on dit le projet territorial, c'est aussi le vivre ensemble. Moi, demain, ici, dans le vivre ensemble, on va retrouver le sport santé, on va retrouver dans le basket santé, on va retrouver le basket inclusif pour les gens en situation de handicap, on va retrouver les centres de génération de basket, on va retrouver plein d'activités. Et dans le vivre ensemble, c'est aussi donner des cours de soutien à des gamins. Dans le vivre ensemble, c'est aussi la garderie. Comment ça s'appelle? Dans les Landes, ils ont 500 jeunes en garderie découverte. 500 jeunes. Et vous avez le papa ou la maman qui sont gaga devant leurs gamins. Qu'est-ce qu'ils font l'année après? Ils sont dirigeants du club. Dans la Chalosse, vous connaissez la Chalosse, le centre du monde. Ça, c'est notre vision de demain. C'est notre vision du club de demain. On passe sur les diapos suivantes. Donc je le présente en perspective pour montrer qu'il y a plusieurs pyramides, parce que vous en avez une pour les garçons, vous en avez une pour les filles, vous en avez une pour les jeunes. Au niveau du rouge, vous avez les championnats, je vous en parlerai après, vous avez les tournois, vous avez tout ça. C'est ça notre vision de demain, j'enchaîne dessus. Donc maintenant que j'ai terminé le premier point qui s'appelle le club 3.0, je vais vous parler du 5-5. Moi j'ai entendu après des réunions que j'ai fait, les gens ils ont dit, ben, Suta, il dégoupille une fois de plus, il ne parle plus de 5-5. L'autre jour, j'ai fait le même truc à Bordeaux, et derrière, j'ai un gars parce que vous savez que je suis sur Twitter, un gars qui a dit, nous, on est venu, et puis en fait, on nous a parlé de tout sauf du 5-5. Voilà. Le mec, il n'a certainement pas vu ce que j'ai écrit ici. Notre 5-5, c'est notre cœur de métier. Jamais, au grand jamais, je viendrai vous dire de laisser tomber le 5-5 et faire autre chose. Si, au sorti de cette réunion, vous partez avec la volonté de faire comme dans le passé, libre à vous. Il n'y a aucune contrainte dans ce que je dis. C'est notre cœur de métier.
On le revendique. Nous avons monté de 450 000 licenciés à 680 000 licenciés. Nous avons une très belle fédération. Nous avons une très belle image de marque. On en parlait encore avec Ludivine et Landes et tout. On a une fédération saine qui fait du bon boulot, je dirais. On peut continuer comme ça. Et ce que j'ai dit aussi, et ça j'y crois, c'est que le contexte, la montée en puissance du 3-3 va quand même nous obliger des choses. Et là, je m'adresse à nos amis des comités, des ligues. Je suis club 5-5. J'ai fait mal mon boulot, on me fout une sanction. Ouais, d'accord, si derrière j'ai mis une demi-heure pour mettre de retard pour envoyer la feuille de marque, on va me foutre 50 € d'amende. C'est un classique. Et derrière, je suis club de 5-5, mais je m'engage à faire du 3-3. La fédération va me draguer, on va vous filer des ballons, on va être gentil avec vous, tout ça. Au moment donné, les clubs ne vont pas comprendre. Je ne comprends pas. Vous êtes la même fédération, vous êtes les mêmes personnes. D'un côté, vous êtes dur, vous me caquez d'un côté, et l'autre, parce que c'est sympa tout ça, vous allez me faire plein de cadeaux. On va offrir quand même aux 900 premiers clubs qui inscrivent dans le championnat de 3-3, on va offrir 6 ballons. On a investi 150 000 € de plus de ballons. Je rappelle, parce que ça n'a pas été dit, on reçoit quand même des trucs. On a, en 3 ans, on a acheté pour 1 million d'euros de ballons. La fédération qu'on a distribué au club. 1 million d'euros de ballons. Chaque fois qu'on peut, on achète des ballons et on distribue au club. Là, on vient de faire un chèque de 150 000 € pour acheter des ballons Wilson, pour les distribuer au club qui s'engage là-dedans. Et ça veut dire que demain, le fait que le 3-3 va monter en puissance, on va être obligé de regarder un peu différemment, peut-être le 5-5, et être peut-être un peu plus souple aussi sur le 5-5, c'est notre avis. Je veux dire aussi, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'on se lance dans des réflexions où on laisse tomber la filière de haut niveau. C'est important de construire des champions et des champions de demain. Je l'ai dit tout à l'heure, si on réussit à se qualifier pour la Coupe du Monde, c'est parce qu'on a une profondeur de joueurs et de joueuses, et ça c'est le travail des clubs, et c'est le travail de la filière. C'est un coût, on va quand même se poser des questions, savoir si on peut maintenir partout cette filière, mais c'est ça. Et puis je le dis quand même aussi, je l'ai écrit, la baisse des financements publics ne va pas être compensée par une hausse systématique des tarifs. Un travail sur les dépenses, les actions et les niveaux de service de notre entreprise. C'est tellement simple. On a moins d'argent qui arrive de l'État, nous, bon, on doit augmenter les licences. La région ne peut pas le faire parce que le conseil régional a donné beaucoup d'argent, donc ils vont réduire leurs licences. Et il annonce aujourd'hui, Paul. Je blague. Mais le comité départemental dit, j'ai un peu moins d'argent dans mon département, qu'est-ce que je fais? Je compense en augmentant. Mais les clubs, ils ont les mêmes problèmes, les clubs. C'est pas parce que nos structures ont des problèmes que les clubs n'ont pas de problème. Donc automatiquement, il faut qu'on fasse attention. Quand il y a moins d'argent partout, il faut qu'on y fasse attention. Et pour faire attention, on s'est engagé, nous, sur le séminaire qu'on aura à 3, on sera 450 personnes, à travailler sur ce niveau de service. Il y a moins d'argent, mais le service, il sera pas tout à fait bon. J'enchaîne dessus. Le 3-3, ça c'est important. S'il y a deux choses que vous devez retenir, c'est le club 3.0, avec la non-obligation de faire. Et la deuxième chose, c'est important. Ça, c'est la vision de la Fédération internationale sur le développement du 3-3. Je l'ai appris, moi, en septembre 2017, lors d'un séminaire à Belgrade, où j'étais présent. J'étais d'ailleurs le seul président de la fédération, présent là. La FIBA, nous sommes membres, nous, de la Fédération internationale. La FIBA veut développer le 3-3 en s'adressant à des promoteurs privés. Et ces promoteurs privés vont organiser des tournois en engageant des joueurs. La seule obligation pour les joueurs, c'est de s'inscrire sur la plateforme de la Fédération internationale. FIBA, promoteur, joueur. Et comme la FIBA, ils sont très sympas, ils ont mis la Fédération nationale au milieu. Messieurs, dames, vous enlevez le rond central. Ça marche tout seul. Ce système, il marche tout seul. Donc ça veut dire que la FIBA veut développer le 3-3 sans nous. Et je vais prendre un exemple simple. J'étais l'autre jour à Bucarest pour aller voir notre équipe de France. D'ailleurs, on est champion d'Europe, des filles, avec une demoiselle qui a joué ici, là, Anna Phillips, qui a joué ici, qui a fait un tournoi remarquable. Je déjeune à midi à Bucarest avec la ministre des Sports, qui est une amie, Carmen Tocala, et le président de la fédération roumaine. Scandalisé. Il a acheté l'accueil de l'événement, l'Euro 3-3, 2018.
il a payé 100 000 € pour pouvoir accueillir l'événement. Et la FIBA avait écrit dans la convention, qui bien évidemment acceptait ces 100 000 €, bien sûr, première chose. Et deuxième chose, nommer, désigner un promoteur qui organisait l'événement. C'est-à-dire que la fédération roumaine n'a pas eu le droit d'organiser son propre événement. Donc ce sont des promoteurs privés roumains qui organisaient l'événement. Et bien évidemment, comme j'étais sur place, le monsieur promoteur roumain, papa, il vient me voir, monsieur le président, on est ravis de vous voir, on aimerait nous aussi organiser des trucs en France. Vous m'avez compris ce que je lui ai répondu, qu'il aille se faire voir. Et ça, il m'a dit, mais la FIBA m'a dit qu'il veut voir avec vous parce que c'était vous le grand patron. J'ai dit, oui, c'est peut-être moi le grand patron, mais en tout cas de figure, on se débrouillera entre nous. Et vous n'y viendrez pas chez nous. Donc c'est ça demain qui nous arrive, c'est ça. Donc la région parisienne a des promoteurs, et puis après les métropoles. Lille, métropole, Nantes, Bordeaux, on va attaquer les endroits où il y a du monde, et puis petit à petit, quand ils sont sur place, ça va être très compliqué pour nous. Très compliqué pour nous. Ça c'est la vision, et je suis monté au créneau violemment, je me suis fait dégommer violemment, parce qu'on est le seul pays en France, le seul pays dans le monde à cette difficulté. Pour les raisons simples, c'est qu'aujourd'hui, quand nous organisons une compétition, au moins on respecte deux choses. La première, c'est que le joueur ou la joueuse ait un certificat médical, c'est obligatoire chez nous. Et la deuxième chose, c'est que l'endroit où on joue, il soit au moins sécurisé, que le cercle ne tombe pas au premier degré, etc. Les promoteurs privés, ils n'en ont rien à faire de ça. Ils feront jouer qui veulent, du moment où les mecs ils ont payé. C'est dramatique ça. Je me suis exprimé évidemment au gouvernement, à la ministre, tout ça. Bon, on va voir ce qu'on peut faire, mais c'est pas si simple que ça. Voilà. J'enchaîne. La réponse à ça, par rapport à ça, vas-y, si tu veux bien enchaîner. Vas-y, puis développe tout. Top, voilà. Nous, on veut développer le 3-3 comme le tennis. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont la culture du tennis. Le tennis, aujourd'hui, comment c'est développé? Vous êtes licencié dans un club de tennis. Votre club de tennis vous engage dans une compétition interclub. Donc, en fonction des niveaux, département, championnat de France, tout ça. Et comme vous êtes joueur de tennis, de façon individuelle, vous pouvez vous engager dans un tournoi de tennis qui correspond à votre classement. Le 3-3, c'est exactement pareil. Quand vous êtes joueur de 3-3, vous avez un classement mondial. Vous jouez, petit niveau, moyen niveau, grand niveau, en fonction des résultats, vous avez des points. Et à un moment donné, vous avez un classement mondial. C'est super d'être classé à côté de mecs brésiliens que vous n'aurez jamais vus de votre vie. C'est pas grave, c'est comme ça. Vous avez un classement mondial. D'accord? Donc derrière nous, on a proposé que vous tous, si vous le souhaitez, vous soyez nos fameux promoteurs, pour pas que ce soit demain des privés qui prennent nos places. Quand je dis privé, c'est les associations socio-sportives dont j'ai parlé au début, ou des privés. Derrière, on crée ce championnat départemental. On va démarrer par le petit bout, si on veut le faire. Alors, c'est compliqué, on en parlera après, les problèmes de créneaux, les problèmes de ce qu'on veut, on le sait tout ça. Mais je prends un exemple simple. Encore aujourd'hui, j'ai reçu un courrier de parents qui gueulaient parce que l'entraîneur de jeunes, nos entraîneurs de jeunes sont souvent des gens qui vont être champions du monde de... On est d'accord. En U13 département, hein, ils font des match-up, ils font tout ce qu'on veut, on sait comment ça se passe. Ces gosses, ils ne jouent pas. Ils sont souvent exclus, il y a ce problème d'exclusion d'une équipe, hein, qui sont très mal perçus par ces gamins. Pourquoi ces gamins, qui à un moment donné vont dire « mais moi j'arrête, papa, maman, je suis en échec, j'arrête », et les parents me demandent le remboursement de la cotisation passage. Pourquoi ces gamins, on ne les fait pas faire du 3-3, mais tout simplement, juste après la compétition, il y a un match de 5-5, U13. Vous avez 8 jours dans l'équipe. Le match se joue. Sur les 8, vous en avez 5 qui jouent, 6, puis à un moment donné, vous en avez 2 ou 3 qui jouent moins. Pourquoi, juste après, vous ne prenez pas les 4 qui ont le moins joué de l'équipe, les 4 qui ont moins joué de l'autre, et vous les mettez ensemble pour jouer un match de 3-3. Ça dure 10 minutes de plus, montre en main. Les gamins, ils ont l'impression de servir à quelque chose. Même s'ils n'ont pas joué le 5-5, ils ont leur propre match. Et peut-être que ces gamins demain qu'on exclut, ce seront les futurs techniciens d'équipe, ce seront les futurs
dirigeants d'équipe, et peut-être un jour, des fous furieux pourront être président de ligue régionale, ou président de comité, ou président de fédération. C'est des gens, si on les exclut très jeunes, on ne les reverra plus, ces gens. Il y a des moyens très simples de les intégrer. Donc nous, on va organiser ce type de tournoi, de type de championnat. Et on est ouvert à toute organisation. On est sensible à ça. Et petit à petit, on va créer la pyramide fédérale. La pyramide rouge qui est ici. Mais on attaque aussi vers le haut, parce qu'on pense qu'il y a une vraie opportunité de créer un circuit professionnel. J'étais aujourd'hui avec les gens de Lille Métropole, j'étais aussi avec les gens de Bordeaux Métropole, j'étais l'autre jour à Orléans, j'ai fait le tour, etc. Et derrière, j'ai dit voilà, nous, pour qualifier l'équipe de France aux Jeux Olympiques, il faut qu'on soit dans les 4 meilleures nations mondiales. Et pour être les 4 meilleures nations mondiales, la FIBA, au mois de novembre, il va regarder le ranking des 100 meilleurs joueurs de chaque nation. 100 meilleurs. Donc, on fait le total des points des 100 meilleurs. Et si vous êtes dans les 4 premiers, vous êtes qualifié directement pour les Jeux. C'est comme ça que ça va se passer. Donc nous, si on a un circuit professionnel, j'imagine 12 équipes dans la métropole, une par métropole, en gros, ça fait 4 joueurs par équipe, ça fait 48 joueurs. Vous avez la moitié de vos joueurs qui vont permettre à l'équipe de France de se qualifier. Vous créez une animation sur les territoires, dans les métropoles, avec un jeu qui est extraordinaire. Ceux qui ont vu des tournois de 3-3 de bon niveau, on va créer une animation pour pas cher dans les métropoles, en filles et en garçons. Donc on travaille aujourd'hui sur la création de ce circuit professionnel, et l'idée c'est qu'on le fasse proprement pour peut-être une ouverture juste après les Jeux Olympiques de 2020, parce que 2020, ça va marquer les esprits. La télévision, les partenaires, les collectivités locales, les joueurs qui vont faire un choix. Un joueur qui joue peu, ou qui se dit après tout, je veux peut-être jouer différemment. On en parle avec la Ligue nationale de basket. Peut-être que les joueurs de National Lune ou de Pro B, ils auront intérêt à être des champions dans ce circuit professionnel. Donc ça, c'est quelque chose qui se met en place. On n'est pas le seul pays. Hein. La Russie travaille sur le sujet, l'Espagne travaille sur le sujet, les grands pays de basket en Europe sont dessus. Ça, c'est la partie championnat. L'autre côté, on monte, voilà. On crée, de la même manière qu'on crée les champions de club, on crée des tournois qu'on appelle des Open. Notre ambition, c'est de faire 10 000 tournois par an. Est-ce que vous savez combien de matchs de basket 5-5 on l'organise tous les ans? 500 000. Fédération, les ligues comités organisent 500 000 matchs officiels. Je pense qu'on est capable d'organiser 10 000 tournois, hein, c'est pas très compliqué. Encore faut-il qu'on l'organise. Alors qu'est-ce qu'on pense? On pense faire 3 strates. Les Open Start. Les Open Start, c'est le bas niveau. Je dis souvent, le camping des flots. Je suis en vacances le 15 août. On a le Bermuda, tout ça, le Ricard, les saucisses qui vont griller. On va se faire, plutôt que de faire un tournoi de pétanque, on va faire un tournoi, un Open Start. Mais demain, dans les villes comme ici, quand vous aurez une Hoops Factory qui va fonctionner, on peut imaginer que tous les soirs, vous ayez une offre de tournoi. Le jeudi pour les universitaires, l'école d'ingénieurs, on va se faire plaisir. Le lundi, ça peut être pour les commerçants, on fait un tournoi pour les commerçants, etc., etc. On peut créer une animation pour que les gens se fassent plaisir, ou en famille. Et moi, j'ai une cible privilégiée, ce sont les cadres. Ce sont les 50 ans et plus. Des gens qui ont fait beaucoup de basket, et qui à un moment donné, pour plein de raisons, ont arrêté, parce qu'ils ne se retrouvent plus dans le 5-5 traditionnel, ils n'ont plus de temps, ils n'ont plus envie de jouer avec des jeunes, se faire tabasser le week-end en départemental sur les dimanches matin à l'apéro, c'est compliqué pour eux. Ces gens, ils vont peut-être se retrouver entre copains et s'inscrire dans un tournoi de 3-3. Pas très compliqué, on ne court pas trop aller sur le demi-terrain, on fait quelques shoots, on peut passer la main à l'autre qui va prendre sa place. Ça va être un carnage, ça, si on sait l'organiser. Et si nous, on ne l'organise pas, je peux dire que ça va être une vraie cible de toutes les structures privées. Donc ça, c'est important. Après, on a prévu de monter en puissance, de créer des Open Plus. On envisage dans 3 ans de créer 3 niveaux d'Open Plus. Je vais monter sur le plus haut niveau, l'Open Plus de niveau 1. On va faire 12 en France. On imagine en faire une par capitale régionale. Sur l'île. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir les meilleurs de France pour faire ce tournoi qui se qualifiera pour l'Open de France. Et puis ensuite, on va faire un niveau 2. Le niveau 2, on imagine globalement faire 24 en France. Donc il y aura à peu près 2 par région.
On vise en particulier les préfectures. Peut-être ici, on peut imaginer Amiens ou Arras, etc. Ou Saint-Quentin, voilà. Et puis ensuite, on imagine un troisième niveau. Troisième niveau, on va en faire 100, un par département. Donc j'imagine tout simplement, ici dans cette région, d'avoir tous les ans l'Open de Lille, ou de Grand Lille. Là, c'est un truc qui est bien marqueté, dans une place centrale, dans lequel on fait du très bon travail. D'avoir le deuxième niveau, un Open peut-être de Saint-Quentin, je dirais Saint-Quentin, voilà, qui est bien marqueté, tout ça avec un peu de price money. Et puis dans chaque département, l'Open du Nord, l'Open de Pas-de-Calais, Philippe, l'Open de Pas-de-Calais, l'Open de l'Aisne, etc. Et ça, pour que les gens locaux puissent découvrir, avoir cette culture. Donc ça, en 2021, ce sera en service. Et puis après, on a l'Open de France, vous le connaissez, il tourne. La dernière année, c'était à Toulouse, place du Capitole, c'était magique. Elle est toulousaine, je la présenterai après. Magique, magique, 3 jours, magique. C'est une ambiance extraordinaire sincèrement, qu'on trouve très peu, sauf dans les grandes ambiances ici dans le Nord-Pas-de-Calais, quand on a quelques matchs de ligue masculine, où c'est un peu chaud. Nous, derrière, au-dessus de l'Open, on veut créer un événement sur Paris, qu'on va appeler, certainement, c'est un événement qui va devenir international. On imagine le faire sur le parvis de la Défense. Vous voyez le parvis de la Défense? Un univers de béton, avec les grands immeubles, tout ça. On veut faire un truc qui a la gueule. Tout ça pour marquer les esprits pour les Jeux Olympiques 2024. Et qui nous servent un peu comme l'Open, la Ligue féminine de basket, d'avoir un endroit sur Paris pour que les médias, tout ça, s'intéressent de façon plus précise au niveau du 3-3. Donc ça, on a l'ambition et on veut le réussir. J'enchaîne. Bon, vous le savez, novembre 2018, on attaque. On fera avec les gens qui voudront bien le faire. On connaît des difficultés. On n'est pas là pour à un moment donné imposer les choses, mais on y croit fermement. Et puis ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ouvert à tout le monde, à des jeunes, et surtout penser aux seniors. J'enchaîne. Je vais très vite aussi sur le basket santé. On imagine demain, très sincèrement, que les clubs ont intérêt à s'engager dans une voie du basket santé, du basket inclusif, du basket entreprise, c'est-à-dire toutes les formes de pratiques non compétitives. Parce qu'il y a peut-être de l'argent à gagner là, avec les ARS, avec derrière quelques cibles, avec des gens qui vont prendre une cotisation pour venir faire un peu d'activité physique. Moi j'imagine demain, très sincèrement, une personne âgée, 75 ans, qui vient faire 2-3 séances le lundi matin, le matin où les créneaux sont un peu plus libres de basket santé, mais qui a même peut-être sa petite fille qui est handicapée, qui va trouver une offre pour elle, du basket inclusif, puis peut-être son petit-fils qui lui a fait 2 mètres à 15 ans et qui sera peut-être le futur pivot de l'équipe de France. Voilà. Qu'on ait cette variété dans un club, c'est ça qu'on veut. Je pense que c'est ça qui intéresse aussi les collectivités territoriales. J'enchaîne derrière. Alors ça, stop. Reviens derrière, voilà. Ici, monte. Descends. Voilà, stop. Merci. Ça, c'est la fédération aujourd'hui, c'est vous. La fédération aujourd'hui, elle affilie des clubs de 5-5, c'est-à-dire vous tous, pour engager les petits hommes, les petits ronds bleus, qui sont des licenciés, dans des équipes pour faire du basket. Ça, c'est nous tous. Depuis 1932, la création de la Fédération française de basket. Ça, c'est notre vie de tous les jours. Tout est régulé depuis des années. Demain, ça sera ça. Deuxième étape, on va affilier des clubs qui ne feront que du 3-3. Des gens qui disent, moi, le 5-5, c'est trop pour moi, ou j'ai envie d'être 3-3. Soit parce que j'organise des tournois, soit parce que j'engage les gamins et les gamines dans une démarche de compétition 3-3. On va aussi affilier des verts, des clubs vivant ensemble. Des gens qui uniquement ne feront que du basket santé. Je prends un exemple simple. Est-ce que vous connaissez l'association Ciel Bleu? Est-ce que ça vous parle, Ciel Bleu? Une association qui s'est développée sur toute la France, qui ont comme clients les EHPAD, et qui derrière cherchent à développer du business en proposant des prestations d'activité physique si possible dans des EHPAD. J'ai un évêque de président de l'association Jolie, on a déjà fait un premier déjeuner de travail. Demain, chaque association territoriale de Ciel Bleu va devenir un club 3.0, un club vert. Il va prendre l'affiliation
Et derrière, il va faire des prestations de services dans lesquelles nous y retrouverons, la fédération. J'enchaîne derrière. Et après, il y a tout ça. Je rappelle, nous sommes 680 000 licenciés, et il y a 2,5 millions de pratiquants non licenciés en France. Des gens qui pratiquent les baskets sans être dans nos clubs. Notre objectif à nous, c'est de les récupérer, au travers de, ce qu'on appelle un club digital, et au travers de, une plateforme Internet qui sera terminée cette fin de semaine, avec surtout des applications sur smartphone. Demain, un jeune qui n'est pas dans un club, ou un fameux cadre, ou quinca ici, qui n'est plus dans un club, il va télécharger gratuitement cette application, il va mettre son login, son mot de passe, et en fonction de ses envies, on va lui proposer plusieurs choses. Je suis jeune, je suis entre copains, je vais pratiquer dans un terrain libre, en plein air, et on va se donner rendez-vous pour y être tous ensemble à 11h, dans le QPV du coin. Et derrière, une personne un peu âgée me dit, mais moi je suis prêt avec mes copains d'aller dans le tournoi organisé par le club de chez toi. Donc derrière, petit à petit, nous aurons, nous, clubs, organisateurs de tournois, des gens qui sont licenciés que nous toucherons de façon traditionnelle, mais aussi des gens non licenciés que nous toucherons par ça. Ça, c'est l'ubérisation. Ça, tout le monde est dans le champ de la construction de ce qu'on appelle des communautés pour partager les choses ensemble. Et nous, ce qu'on veut qu'ils partagent, c'est nos offres de pratique. Ça, c'est l'avenir. Ça, c'est l'avenir. Et nous, on a prévu derrière, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, tout un système de marketplace, etc., pour qu'on ait des partenaires, pour que derrière, on puisse générer de l'argent, pour pouvoir qu'on puisse aider les clubs, le développement, tout ça. On génère tout un système qui est lié à ça. J'enchaîne. Et puis, un autre point qui est important, c'est on a développé une stratégie sur le plan infra. Parce qu'une fois qu'on a... En général, quand j'arrive ici, si les gens m'ont suivi, ils disent toujours pareil, c'est bien beau, mais on n'a toujours pas de solution pour faire ce que vous nous demandez. On n'a pas de créneau dans les salles. On n'a pas d'encadrement. On n'a rien. Donc c'est bien beau, mais globalement, on sort de là, on en reste où? Nous, on dit, il n'y aura pas de miracle. On ne va pas demander aux collectivités locales de doubler le nombre de gymnases, tout ça, parce qu'on sait que c'est impossible. Mais nous, on revient un peu sur le passé. Je fais partie des anciens ici, avec d'autres. Moi, j'ai joué dehors au basket. On a été beaucoup à avoir joué dehors au basket. Et puis, dans les années 80, il y a eu la décentralisation. On construit le gymnase. Et puis, dans les gymnases, on s'est foutu. Et puis, derrière, on s'est bagarré avec le voisin qui a voulu aussi des crèmes dans les gymnases. Voilà. Et puis, à un moment donné, on s'est tous un peu bloqués. On ne sort même plus des gymnases pour éviter d'être foutu dehors. Et puis, on a tous abandonné les terrains en plein air. Aujourd'hui, le basket, il occupe 6300 gymnases en France. Il y a 10 000 terrains en plein air recensés, dont la grande majorité ne sont pas utilisés. Un, parce qu'ils ne sont plus en état, et puis d'autres, parce que globalement, les clubs, ça ne les intéresse plus. Nous, ce qu'on veut faire, première chose, c'est réhabiliter ou construire certains de ces terrains dans les QPV, dans les opérations de rénovation urbaine, dans les programmes immobiliers, dans les endroits où on peut créer le petit bout de terrain 3-3. Et on va essayer de le faire intelligemment pour que les clubs puissent l'utiliser. Exemple, vous avez un gymnase, vous avez des douches, vous avez tout ce qu'il faut, et puis à côté, vous pouvez avoir aussi un ou deux terrains, peut-être un terrain qui sera couvert, pour que d'ailleurs vous puissiez faire aussi de la pratique à l'intérieur. Comme je sais qu'ici il fait toujours beau, ce que m'a dit Paul, on n'a aucun problème par rapport à la météo. Donc derrière, sachez deux choses. On a obtenu du CNDS, donc un accord cadre, qu'on va signer mercredi à 16h. Le 16h, mois de novembre, mais ça va être... on l'a fait avant justement pour que ça puisse perdurer. Donc on a signé cet accord cadre pour que les collectivités locales puissent bénéficier d'un financement privilégié par rapport à ça. La deuxième chose, la fédération, nous, on va créer un fonds fédéral. On va mettre 2 millions d'euros, là, dans un fonds, pour aider là aussi le maître d'ouvrage qui va vouloir créer ce petit terrain de proximité pour nous aider donc à développer cette pratique. Ça, c'est la première chose. Et je le dis bien, on le fait pour le milieu rural et pour le milieu urbain. Alors, je vais demander à ce qu'elle se lève, Ludivine ici. C'est son premier jour, Ludivine. Elle a été recrutée, elle a fait 10 ans
Elle était directrice adjointe à l'Andes, l'association des élus au sport. L'Andes est quand même une association que nous connaissons tous, des partenaires. Donc elle a quitté son boulot et elle est venue, c'est sa première journée. Elle connaît tout le réseau des élus au sport au titre de l'Andes. Elle va nous aider à mettre en place ça. On veut absolument que demain, et sachez que moi j'ai fait déjà beaucoup de réunions, beaucoup de collectivités locales sont réceptives à ça, parce que ce qu'on demande, ce n'est pas des coûts à 3, 4, 5 millions d'euros, c'est des coûts à 100 000 euros, c'est 80 000 euros, c'est rien. J'ai un département, j'étais à Mayenne la semaine dernière, le département il m'a dit, moi je vais être le premier département, conseiller départemental, le premier département de France qui développe le 3-3 tous azimuts. On va investir beaucoup d'argent pour développer des terrains de 3-3. Si on n'a pas ça, si on n'a pas ce projet, il ne va rien se passer. On va continuer à demander 2-3 gymnases, qu'on n'aura peut-être pas. Là, ils vont développer énormément. Alors, je vais très vite. Je passe sur les plateformes, j'enchaîne derrière. Voilà, je vais vous présenter la petite plaquette que j'ai prise parce que j'ai dit mais voilà. On a mis en place cette plaquette. On enchaîne, vas-y. Cette plaquette, elle présente tout ce que je vous ai dit. Tout. J'enchaîne, le projet que je vais vous expliquer. Voilà. Les terrains, donc on va sur les terrains, avec les terrains qui vont sur le 2-3-3, les terrains qui vont sur le 5-5 et les terrains qui vont sur du ensemble. On n'a pas besoin de faire du basket santé dans un gymnase, une salle comme ça, mais beaucoup plus petite, pour à un moment donné accueillir une dizaine de personnes pour faire du basket santé. Sachez aussi que l'autre jour à Bordeaux, j'ai fait shooter une mamie de 101 ans. La première fois qu'elle a joué au basket, 101 ans, je ne dis pas qu'elle jouera une équipe de France, hein. Mais globalement, elle a quand même, ça ne vient plus. Voilà. J'enchaîne. Ici, voilà le type de terrain. On va du terrain qu'on appelle le playground de basket, traditionnel. Demi-terrain, un bout d'enrobé, un poteau, simple, basique. Ça vaut 40 000 euros. 40 000 euros. Le terrain, le double, 80 000. Ici, on est parti sur des terrains, ce qu'on appelle le playground basket city. Vous avez ici en vert un terrain qui est grillagé, qui permettra de contrôler l'accès. Mais autour de ce terrain, en fonction de la superficie possible, vous mettez en noir des terrains en pratique libre. Donc vous avez les gamins qui viennent le ballon sous le bras pour jouer au basket de façon propre. Et derrière, parce que le club aura besoin de faire une animation, pourra derrière, lui, organiser sur les terrains noirs, mais aussi sur le terrain vert. Ça coûte pas cher, ça aussi. Et puis on est parti sur des terrains couverts. Le terrain avec une couverture type SMC2, sans un mois, vous mettez cette couverture. Et c'est pas cher. Ensuite, on voyait un peu le type de terrain. On enchaîne. On a prévu aussi ce qu'on appelle les terrains éphémères, ceux qui nous permettent d'envahir les centres-villes, des villes, les cœurs de ville. Ça vaut 25 000 euros, ça vaut ça. Nous, on va l'acheter, on l'a déjà acheté, on l'a mis à disposition pour les tournois, mais on va continuer à l'acheter. Le gros problème de ça, c'est le stockage. Il faut trouver un endroit pour le stocker. Mais ça, c'est fabuleux pour des animations centre-ville. Et puis on va même plus loin, où ça. C'est le salle éco-basket. C'est le gymnase de Voiron. Voiron, il fait peut-être plus froid qu'ici. Il fait jamais froid ici. Et quand on dit que les terrains légers comme ça, ils ne permettent pas de fonctionner toute l'année, il y a le chauffage, il y a l'éclairage, il y a tout dessus. Ce terrain, il a été construit à l'ancien Crêpes de Voiron, qui est maintenant une association qui s'appelle TSF. Le même terrain aurait coûté 3,5 millions d'euros. Celui-là a coûté 700 000 euros. Il a été fait en 3 mois. Ça, on considère que c'est l'avenir. Le problème, c'est que les maîtres d'ouvrage sont très souvent pas au courant que ça existe. Et derrière, quand les maîtres d'ouvrage se lancent dans une création d'un gymnase, ils ont en tête des prix de 3 millions d'euros, donc automatiquement on ne fait pas parce que ça coûte trop cher. Ou si on fait, on le fera dans 5 ans, dans 10 ans. Mais nous, on veut un gymnase à 700 000 euros parce que la fonction est exactement la même. Donc derrière, il faut absolument que les maîtres d'ouvrage et le maître d'œuvre lancent les appels d'offres avec des variantes d'âge dans lesquelles on puisse effectivement permettre ce type de choses. C'est l'avenir. Vous tous qui êtes en contact avec les collectivités locales, on le fera nous aussi, proposez ce type de solution alternative. On n'a pas besoin d'avoir des gymnases où, globalement, on fait de l'architecture moderne, etc. Ça, c'est important. Donc ça, ce sont des cas, et c'était une boîte française qui s'appelle SMC2 qui fait ça. J'enchaîne. Et puis on a même pensé à nos gamins, on a même pensé à des poteaux un peu spéciaux dans lesquels il y aurait des prises USB pour que les gamins puissent recharger leur smartphone
vont mettre de la musique s'il faut. Bien sûr, s'il n'y a pas des personnes autour qui ont des problèmes. Et ça veut dire que, un truc tout simple, vous avez des connexions, les gamins ils viennent. Ils viennent parce que c'est un endroit qui est connecté. Alors tout ça, ça va être mis en réseau. On aura par le smartphone les gens qui vont pouvoir dire là, il y a un endroit super sympa, il faut 4 étoiles, etc. On va se créer des communautés, etc. Pour pas beaucoup d'argent, on va pouvoir développer des terrains. Donc développer des terrains, ça veut dire permettre à des gamins ou des personnes, des cadres, tout ça, de pouvoir pratiquer dans de bonnes conditions du basket. Et un jour développer des choses, avoir des terrains un peu plus confort. On en parlait tout à l'heure. C'est difficile pour les collectivités locales de s'engager sur les financements d'une discipline où on ne sait pas si elle va fonctionner. On ne sait pas si elle va se développer. Nous, on est persuadés, parce qu'on est notre monde, que le 3-3 va se développer. Mais aujourd'hui, moi je le dis toujours, hein, c'est que je pense que nos sports, nous, on doit être en capacité de maîtriser peut-être nos équipements. On en parlait tout à l'heure. Donc ça veut dire passer du stade de dire j'attends toute la collectivité locale et je fais en fonction de ce qu'il me donne, de dire je vais peut-être moi investir sur l'outil, on en parle souvent de la dimension de basket, pour peut-être que demain on puisse l'utiliser différemment, exploiter différemment ces outils. Et c'est valable aussi pour les petits terrains. Et moi j'ai un exemple simple. Un petit terrain qui vaut 50 000 € en rénovation. Vous êtes association, on dit ça. Vous touchez les mécènes. Un mécène qui vous donne 1 000 €. Il va défiscaliser 60% de cette somme. Il va donner peut-être 400 €. Vous en avez trouvé 10 comme ça. Ils vont vous donner 10 000 € qui participent au terrain. Si c'est vous qui construisez la rénovation du terrain, vous avez un terrain qui va vous coûter 60% moins cher que si c'est la collectivité qui le fait. Donc si on est un peu intelligent, on peut au travers du mécénat peut-être se construire ses propres terrains. Donc il y a demain des nouvelles choses à inventer. On va en parler aujourd'hui parce que je ne veux pas vous perdre, mais globalement c'est ça. Donc je termine. Donc ça c'est un tableau qui permet de présenter tout ça. Un terrain de ce style permet la pratique de 5-5, du 3-3, du vivre ensemble. Et on a surtout mis en place des prix au mètre carré pour assurer un peu les maîtres d'ouvrage. On n'est pas là sur des demandes importantes. Nous, parce que le 3-3, c'est un sport de plein air, on va faire en sorte que le 3-3 se développe en plein air. Bien évidemment, il y aura des moments où on sera sur les gymnases, il y aura des moments où on sera ailleurs. L'autre jour, comment ça s'appelle, à Bucarest, ils ont fait l'Euro 3-3 dans un cirque. On peut trouver des solutions artisanales. On a vu l'autre jour aussi dans des centres commerciaux. On a vu l'autre jour dans un mall. On peut rentrer un terrain dans un mall et on fait des choses extraordinaires. Donc il faut inventer des choses. Mais le traditionnel se fera dans du plein air. Je termine ma présentation. Vas-y. Donc il reste un dernier point, c'est que bon, nous on a voulu investir. Je l'ai dit tout à l'heure, on va investir. On a recruté 12 personnes de la fédération cet été. 12 personnes. D'un côté, on a structuré un pôle 3-3, parce qu'il faut qu'on se serve du 3-3. Donc aujourd'hui, le 3-3, la fédération, on est 130 personnes. 130 salariés de la fédération. Il y a aujourd'hui 4 personnes seulement qui s'occupent du 3-3, mais on a toutes les autres structures, le juridique, la communication, le marketing, etc., la formation, puisqu'on va faire des plans de formation pour les entraîneurs, pour les dirigeants, tout ça sur 3-3. Donc on a 4 personnes qui vont s'occuper du 3-3. Et ensuite, à droite ici, on a créé donc, sous mon animation directement avec le directeur général, une structure, un service qui s'appelle FFBB 2024 avec Club 3.0. On a quelqu'un, Mathieu Lachenot, que les gens connaissaient puisqu'il a travaillé sur la réforme territoriale, qui a pris maintenant cette animation. Et donc on a recruté 6 développeurs, 6 chargés de développement. Il y en a ici, Corentin, tu peux te lever, Corentin, voilà, qui est un fou furieux de basket, un passionné, qui a déjà écumé toute la... Il était aux Philippines, à l'école du 3-3 devant 60 000 personnes, donc il peut vous parler du 3-3 devant 60 000 personnes, pour dire un peu le développement du 3-3. Corentin fait partie des 6 qui ont été recrutés, et ils seront là pour aider les clubs, les ligues et les comités. Je sais que vous êtes en réunion aujourd'hui, hein, Alain. Donc pour vous aider dans cette démarche de transformation. Si vous le souhaitez, toujours pareil, on n'est pas là pour vous obliger, mais si vous le souhaitez, de vous renseigner, de comprendre comment ça peut fonctionner. 6. On a recruté une personne supplémentaire qui va travailler sur le plan de féminisation, parce qu'on doit absolument réussir aussi cette transformation de la féminisation. Et il va travailler aussi sur l'évaluation de nos politiques fédérales et puis le lien qu'on aura avec vous. Et puis je l'ai présenté tout à l'heure, Ludivine, qui nous vient donc du monde des collectivités territoriales.
et qui va nous aider dans la relation au quotidien pour développer tout ce plan infra. Voilà. Donc, j'ai fait peut-être un peu long, mais je résume. Un contexte pas simple pour nous. Comprenez-le, je dirais pas simple. On pourrait à un moment donné, vu le contexte, se dire « Ouf, c'est compliqué, on a les moyens, on va gérer les croissances. Tout, on sera plus là dans quelques années, tranquillement, on va laisser filer. Et puis si jamais on se fait taper dessus, on expliquera que c'est surtout pas notre faute. Signe de faiblesse. Deuxième solution, c'est dire ben, on s'y met. On s'y met sérieusement, mais on s'y mettra ensemble, parce qu'on est une fédération de clubs. On ne peut pas le faire sans vous. Donc on a proposé une alternative qui est là. Alors aujourd'hui, je sais que tout ça c'est difficile. Mais imaginez des fédérations qui n'ont pas cette opportunité qu'on a nous, cette volonté qu'on a nous de développer les affaires. Il y a des fédérations, ils vont avoir des difficultés. On imagine que demain, certaines fédérations vont fusionner pour pouvoir s'en sortir. Nous, on a peut-être une solution de bien rebondir, se faire plaisir avec, toujours pareil, nos fondamentaux, d'accueillir les gamins, de faire les bons travail, de lien social et tout. Voilà, moi je ne suis pas là pour vous imposer des choses. J'y crois, on se bagarre. Le bilan, ce sera en 2024. On verra où on sera tous ensemble en 2024. Et moi, j'espère qu'on réussira. Voilà, merci à tous. J'ai une question. Peut-être si vous allez partir. Alors j'ai été très attentive parce que on a eu l'occasion d'échanger juste avant la présentation. Je partage beaucoup de choses qui ont été dites puisque moi j'ai bâti la politique sportive de la région des Hauts-de-France autour des 4 E, l'excellence, l'émergence, l'emploi et l'évolution vers un nouveau modèle économique. Et qu'effectivement, il est aussi de la responsabilité des collectivités locales d'accompagner le changement économique qui de toute façon me paraît effectivement évident. Non pas pour se désengager, non pas pour se déresponsabiliser, pour vous rendre plus fort et plus autonome. Si on réussit cette mission, les fédérations et les collectivités, je trouve qu'on aura vraiment réussi quelque chose. Petit commentaire sur le nouveau schéma de gouvernance du sport. Alors, j'ai bien entendu la place des collectivités. Pour l'instant, on ne l'a pas bien compris, nous, la place des collectivités. D'abord, on a quand même été, en dehors de l'ARF, peu associés. Et je vais prendre l'exemple des PPF, parce que ça a été mon coup de gueule dans la presse cet été, par rapport à un pôle d'aviron. J'ai dit, mais les PPF, c'est gentil, c'est une contractualisation entre l'État et les fédérations. Nous, les collectivités, on n'est pas associés. En revanche, sur le financement, on se retourne vers nous, on dit, vous donnez combien? Ben, moi, j'ai pas l'habitude de payer un menu, de payer l'addition d'un menu que j'ai pas choisi. Si je suis associé au menu, ok, je paye l'addition. Sinon, je le suis pas. Et on va avoir un gros problème d'équilibre territorial sur les PPF. C'est pas la faute des ligues, c'est pas la faute des fédérations, mais il faut pas se retourner systématiquement vers les collectivités, encore une fois, pour payer un menu qu'on n'a pas choisi. Ou alors on y est associé. Merci. Merci beaucoup. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'on veut qu'ils participent autour de table de la construction, la co-construction de la de demain. Et c'est normal. Je sais. Après, nous non la plus. conférence des financeurs, etc. Oui. Ça viendra. Deuxième étape. Des questions? Oui. Bonjour. Merci pour votre intervention. Vous l'avez dit depuis le cours de l'intervention, 5-5, c'est notre pain quotidien. Moi, je crois au 3-3. Par contre, est-ce que vous pensez qu'un jour le 5-5 va disparaître? Non, c'est impossible. Je ne suis pas devin, c'est incapable de dire, mais c'est impossible, je dirais. Parce que, mais il y aura automatiquement une montée en puissance du 3-3, elle est inéluctable. Parce que ça correspond plus à la société telle qu'elle veut. Donc on ne sait pas si cette montée en puissance, c'est un transfert, donc va se communiquer entre le 5-5 vers le 3-3, ou d'aller chercher de nouvelles cibles. Nous, on aimerait que ça soit de nouvelles cibles. Pour ça qu'on développe à côté du 5-5 traditionnel, le club de 3-3, mais aussi d'aller chercher les gens qui ont arrêté le 5-5. Quand je parle des cadrans, tout ça. Donc il y a des gens comme ça. Tous les ans, on perd 140 000 licenciés de basket français. Sur les 140 000, il y en a 105 000, ce sont des primo-licenciés.
des jeunes qui changent tous les ans de club. Classique, je commence un club, ça ne me plaît pas, je change de club. Mais les autres, ce sont des anciens. Donc imaginez-vous 140 moins 105, 110, 30 000. Ces gens, si on est capable de leur proposer de faire du 3-3, mais qu'est-ce qui empêche 30 000 par 10 ans? Ça fait 300 000 licenciés uniquement sur les cadres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est à nous d'être intelligents dans nos clubs, de continuer à faire ce qu'on sait faire, mais à côté de dire qu'il y aura une alternative et autant qu'on la maîtrise nous. Donc j'imagine que demain dans vos clubs, vous ayez des équipes de jeunes, et dans une équipe de jeunes, on peut imaginer nous, dans un département, de dire, comme je disais tout à l'heure, en U13, on fait le championnat départemental, mais on prend les 3-4 qui n'ont pas beaucoup joué, et avant de partir, on fait du 3-3. Donc on crée cette culture. Voilà. Et en fin de comment ça s'appelle, de saison de 5-5, on peut imaginer que les clubs clôturent avec des tournois de 3-3. Il se fait tellement de tournois de 5-5 en fin de saison pour clôturer, pour faire un peu d'argent, etc., etc. On peut imaginer demain créer cette animation. On peut imaginer aussi, après-demain, d'organiser des calendriers d'année dans lesquels on met des fenêtres, tous, pour ne plus faire de 5-5, que ces fenêtres soient dédiées au 3-3. Donc on crée les conditions du développement chez nous. Sinon derrière, une personne, elle aura le choix, et demain, elle choisira d'aller dans le 5-5, ou d'aller dans le 3-3, ou d'aller dans une autre façon de faire. Et surtout, sans regarder qui organise. Que ce soit un club, que ce soit un promoteur privé. Donc, je ne suis pas devin, mais je pense que le 5-5 restera toujours. Mais qui vous dit qu'en 2024-2025, on ne tombe pas de 550 000 licenciés de club à 300 000 licenciés de club? Et si on tombe à 300 000 licenciés de club, c'est quand même compliqué. On a besoin de moins d'arbitres. Hein. On a besoin de moins d'hôtels. On licencie aussi. On licencie à la Fédé. On licenciera, mais tout à fait, on va licencier. On est dans une situation de décroissance, automatiquement, on va licencier. Et les ligues aussi, les comités, ça c'est clair. Merci. Il y a à peu près 6 mois, quand vous êtes venu au département de Pas-de-Calais, vous avez annoncé qu'il y allait avoir des formations pour l'encadrement, pour les formateurs de 3-3. Aujourd'hui, je ne pense pas que ça a été mis en place. Quand est-ce que ça a été? Parce que pour organiser quelque chose, il faut savoir de quoi on parle. Or, actuellement, moi, je ne sais pas de quoi on parle. Et je ne peux pas envoyer, j'ai quelqu'un pour envoyer, mais la fédération on est dit, il faut attendre. Non, mais bon, il y a un gros travail. Comprenez que ça, on démarre à peine les affiliations pour des clubs 3-3. On ne peut pas organiser des formations de 5-5 tant qu'on ne sait pas quels sont les besoins des clubs de 3-3. Bon, par contre, tous les contenus de formation, ils sont faits, ils sont terminés. Donc aujourd'hui, on est dans le déploiement de tout ça. Donc moi, je passe partout pour expliquer, comme aujourd'hui, comment on est organisé. Donc on ne peut pas aller plus vite que comment ça s'appelle. La deuxième chose, on a créé des automnales, et dans les automnales, on a présenté tout ça. Donc moi, je l'ai présenté, d'autres l'ont présenté. L'important, c'est d'intégrer cette nouvelle philosophie. Après, les choses vont se faire, ne vous inquiétez pas. On a prévu des formations pour les dirigeants comprennent ce que c'est que le 3-3. On a prévu des formations pour les techniciens, on a prévu des formations pour les officiels, parce qu'il y a des officiels et des arbitres, pas sur le niveau départemental, parce que c'est notre arbitrage, mais au-dessus. Il y aura des formations pour les officiels de table de marque, je ne sais pas comment ils appellent. Des gens qui, à un moment donné, tenir des tables de marque. Tout ce travail, il est entrepris. On a encore une réunion au bureau fédéral où on va parler de ça. On a le gros séminaire au mois de novembre, on est 450 personnes, on va travailler sur le sujet. On est en plein dedans, je dirais. Il faut se rendre compte de toute l'énergie, je dirais, tout ce qu'on fait comme travail pour développer tout ça. Donc on ne peut pas, en l'espace de quelques mois, faire ce qu'on a fait en 5-5 depuis des années. Mais c'est prévu. Donc c'est prévu, on le fera, on ne peut pas à un moment donné lâcher, comme vous avez dit, lâcher les présidents de clubs sur le terrain s'ils n'ont pas un minimum de formation. On a conscience de ça. Donc ça vient. D'autres questions? N'hésitez pas. Ou même sur le 5-5, puisqu'on continue à parler de 5-5, si vous voulez. Qui c'est qui s'est lancé là? Qui c'est qui a engagé les équipes là? Le 5-5. Aïe aïe aïe. Le 4-4. Le 3-3. Qui c'est qui s'est lancé là?
Sur quelle catégorie? Les seniors pour l'instant. D'accord. 23 seniors. D'accord. Et on va essayer les 15. D'accord. On a à peu près 25 000 personnes qui ont coché les 3 0 supplémentaires. 25 000 personnes sur à présent. Donc on sera, je pense, à la fin de la saison, à peu près à 40 000. 40 000 personnes qui ont coché l'option 3-3. C'est-à-dire qu'ils sont demandeurs de créer donc, une pratique de 3-3. Donc ça veut dire qu'ils sont eux-mêmes, spontanément, je dirais, on ne sait pas qui a coché, mais ils ont payé. Du moment où ils ont payé, ils savent qu'en connaissance de cause, qu'ils veulent faire du 3-3. Et nous, sachez que les tournois vont s'organiser, qu'on a déjà... je pense que tous les Open Plus, on a fait les réunions des organisateurs potentiels, ils sont tous partis hyper motivés, on n'aura pas de mal à faire l'organisation de ces tournois. Donc là, c'est à un moment donné toute une culture, les choses vont s'embrayer très très vite. Enfin, moi je me répète, organiser rapidement les formations. Parce que moi j'ai vu quelqu'un, je veux bien partir là-dedans, mais je n'irai pas si moi j'ai pas quelqu'un qui a été formé. Je fais du basket santé, là les gens ont été formés, on fait du basket santé. Je ne ferai pas du basket 3-3 si je ne sais pas comment on fait. Ouais, d'accord. Ouais. Donc Corentin là aussi c'est son boulot, c'est-à-dire que lui, il est là pour pouvoir tenter les clubs. Bah, demain. Voilà. Donc ce soir, après minuit là. Il est là pour prendre les clubs, c'est son boulot, au service des clubs, faire remonter les demandes, et puis nous on est là pour ça. Bon. Nous, on veut mettre en place dans chaque région un institut régional de formation, qui est la structure régionale qui va permettre justement de diffuser ce type de formation. Donc on se met en place. Tu veux intervenir? Pour répondre à Jean-Paul, je pense que tu sais que le coach de ton équipe première est vice-champion du monde de 3-3 en U18, vice-champion du monde universitaire. Donc en interne, tu as vraiment ce qu'il faut. Merci de me le dire. C'est quelqu'un qui m'a formé d'ailleurs. Autre question? N'hésitez pas. Non, moi je rentre ça dans les gigs et les mig. Oui, mais c'est le but. Hein. Lui non, il a un boulot ce monsieur, donc je ne comprends pas. Qui? Bah, mon entraîneur de l'équipe première. Bon, on va pas y passer la soirée Ah, dessus, mais bon, on a... D'autres questions? Parce que je vois il y a le buffet qui se met un peu. N'hésitez pas, hein. Il y a un gros potentiel de 3-3 dans la région, puisque par le passé, il y a un gros potentiel de 3-3 dans la région, parce que par le passé, on a organisé des tournois, que ce fût ici à Lille, il y avait 2000 gamins qui venaient évoluer sur une journée complète. Après, on a eu la difficulté, c'est de respecter la loi par rapport au panneau. Il y a ça, alors j'espère que, ça c'est certainement prévu, tu l'as certainement prévu, au niveau des nouvelles structures, qu'on n'ait pas, nous, les collectivités, des problèmes supplémentaires qui pourraient engendrer d'autres difficultés vis-à-vis des parents, vis-à-vis du juridique et tout cela. Il faut bien tenir compte. Mais il y a du gros potentiel. Oui, tu as raison, il y a deux choses sur lesquelles il faut qu'on avance. La première, c'est un type d'équipement, une forme de capacité de pouvoir mobiliser les équipements pas chers et en nombre. Et le deuxième point, c'est ce fameux certificat médical. Est-ce que demain, sur une pratique type Open Start, on puisse se passer d'un certificat médical? On travaille avec le comité olympique, savoir sur certains sports dans lesquels on considère que la pratique elle est occasionnelle, on puisse se passer de ça. C'est-à-dire une simple déclaration sous l'honneur en disant etc. serait suffisant. Ça serait une avancée extraordinaire parce que derrière, on serait moins en concurrence par rapport aux promoteurs privés, si tu veux, qui dans tous les cas de figure se concentrent, ils vont prendre une URC, ils vont les couvrir sur l'événement, et puis Inch'Allah, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est un travail de fond qu'on mène. Est-ce qu'on est capable demain de se passer sur ce type de tournoi? Quand tu es à Camping des Flots, comme je dis à Camping des Flots, tu ne vas pas arriver avec 3 éclairs en truc en disant j'ai un certificat médical, je peux jouer, c'est un peu compliqué. Donc il faut qu'on regarde comment on peut sauter tout ça aussi. Une dernière question? Oui, vas-y. En fait, c'est juste une petite précision sur le vivre ensemble. J'ai cru comprendre tout à l'heure qu'il allait y avoir un accord cadre ou quelque chose comme ça avec une association qui s'appelle Bleu Ciel ou Ciel Bleu. Ciel Bleu. Et moi, je trouve que, j'ai juste une question, est-ce que ça ne va pas créer de la concurrence? Parce que je crois qu'ils vont être affiliés à la FFBB sans être un club. Et donc, moi, je suis un club, on a développé du basket santé dans le club, et j'ai l'impression que sur nos territoires, ça va créer une concurrence avec les clubs, parce qu'une association qui ne fait que ça, comme Ciel Bleu, ça va être
je vois pas comment nous, on va aller voir une EHPAD en disant on va faire mieux qu'une association dont c'est le cœur de métier. Et la difficulté de développer du basket santé aujourd'hui, elle est réelle. On a eu une réunion il n'y a pas longtemps avec Martine ici, sur des contraintes administratives, sur des documents à rendre, sur des bilans à fournir, sur le prix des cotisations, sur plein de choses qui font qu'il y a quand même quelques freins à lever pour le développer au sein des clubs. Et là, si on amène des opérateurs en dehors des clubs, dont c'est le cœur de métier, qui vont venir dans les EHPAD, par exemple, développer du basket santé, alors que nous, on a 2 éducateurs formés, etc., ça me pose question sur la possibilité pour un club de développer des pratiques de ce type si on ouvre la porte à des opérateurs en dehors des clubs. La question est simple, c'est que si on ne le fait pas, dans tout cas de figure, ils iront proposer du basket santé dans les EHPAD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas l'empêcher. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc qui est sécurisé, on ne peut pas le faire. Aujourd'hui, quand j'ai dit tout à l'heure que dans une plateforme, il y a des tournois de 5-5 qui se créent, donc il y a une offre alternative, nous, la seule chose sur laquelle, nous, au niveau des compétitions, on est sécurisé, c'est le fait, nous, fédération, de pouvoir nous donner un titre de champion de France, que la Ligue puisse donner un titre de champion régional, et que le comité puisse donner un titre de champion départemental. Mais tout le reste, c'est-à-dire une organisation d'un tournoi officiel de 5-5, dans lequel on lui donne un titre de champion du Nord, on donne un titre de vainqueur du trophée, tout ce qu'on veut, ça peut être fait par les privés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout en situation de monopole. C'est-à-dire que du moment où il y a une appréciation, elle peut être assurée par du privé comme du public. Donc aujourd'hui, on ne peut pas empêcher cela. Donc l'idée, c'est de les mettre dans la famille pour peut-être, justement, négocier les choses. Voilà, et négocier les choses, ils ne sont pas partout. Aujourd'hui, ils ne sont pas partout. Les EHPAD, il y en a quand même beaucoup. Donc l'idée, on préfère les avoir avec nous et réguler des choses, plutôt qu'ils peuvent à un moment donné nous aider aussi à former des éducateurs, à rentrer dans le système. C'est comme ça. Mais alors pourquoi ne pas les obliger, entre guillemets, à se rapprocher d'un club pour travailler avec un club qui veut développer le basket santé, pour ne pas avoir des clubs qui se lancent aujourd'hui dans le basket santé et se retrouver à un moment avec des opérateurs externes au club. Et on n'aura pas, objectivement, je ne vois pas comment on aura les moyens de lutter contre des opérateurs, même s'ils viennent aider, même s'ils n'iront pas faire du basket santé dans les EHPAD, puisqu'ils n'auront pas le logo basket santé, s'ils ne sont pas affiliés. Mais je dirais, sans s'appeler basket santé, ils feront du santé par le basket. Déjà, non, mais donc ils feront différemment, mais ils feront la prestation. Nous, on a une réunion de 3 heures avec eux jeudi matin pour se poser toutes ces questions. Est-ce qu'on peut s'entendre sur un partenariat? Des structures dites privées ou des associations à but commercial comme ça, ils seront affiliés, donc ils seront clubs de basket affiliés, ils auront des droits et des devoirs et surtout ils signeront de conventions. Quand on va faire le même travail avec les Hoops Factory ici, ils seront demain des clubs 3.0, comme ces structures privées, ils auront une convention. Et la convention pour la Hoops Factory sera différente de la convention avec Ciel Bleu. On va essayer à un moment donné de trouver des solutions pour qu'on soit tous gagnants. Eux quelque part, parce que ça va nous aider à développer les choses, et peut-être nous, le basket. Aujourd'hui, si on ne fait pas ça, ils feront tout seuls sans nous, ils n'ont besoin de rien. Ils vont acheter des kits, ils vont transformer des kits, ils iront en Chine acheter des kits un peu différents, et ils viendront développer. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation, on n'est plus dans une situation monopolistique où on peut, à un moment donné, tout protéger. C'est fini ça. Alors, je vais terminer après, mais il y a déjà des associations qui vont dans les EHPAD pour faire de la gym. Et nous, quand on va dans une résidence d'autonomie, il y a déjà un opérateur. Mais on nous fait venir parce qu'on a le logo Basket Santé, on est affilié à la fédération et on peut vendre le programme de formation, on peut vendre nos animateurs, enfin vendre entre guillemets, hein. On peut les... Voilà, il y a cette mise en avant. Si on est au même niveau qu'une association qui peut amener le logo, ben nous, voilà, sur nos moyens, parce qu'on n'aura pas les mêmes moyens qu'une association, ben on ne pourra pas développer la même activité. Alors que c'est une activité qui est déjà complémentaire. Parce qu'il y a déjà de la gym dans les EHPAD. C'est pour ça qu'on veut trouver une solution avec eux. Donc on a consacré 3 heures de temps pour essayer d'avoir, peut-être qu'au bout du compte, au bout des 3 heures, on dira on n'est pas d'accord, on n'a pas de trouver terrain d'entente pour développer le club traditionnel. Mais peut-être qu'on va trouver, donc c'est pour ça qu'on préfère à l'amont s'adresser directement au patron, comme on le fait avec les Hoops, comme on le fait avec d'autres, pour savoir comment trouver une solution qui se déclinera territorialement. Nous, ce qu'on veut, c'est effectivement que le club il soit appelé pour faire des prestations dans les EHPAD. C'est ça qu'on veut. Et après, bon, certains ne jouent pas le jeu aussi, il y en a qui veulent le faire, mais c'est quand même aujourd'hui une minorité de gens qui sont prêts à faire. C'est pour ça qu'on aimerait que les gigs aillent de plus en plus,
90%, je ne l'ai pas dit, 90% des gîtes qu'on a mis, ce sont des étrangers. Donc je vois mal à l'étranger à un moment donné faire ça. C'est-à-dire que derrière, les clubs, ils ont cherché à trouver des solutions pour pouvoir embaucher un joueur comme Mar. Donc aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur le travail qu'on fait. Allez, dernière question. Bon, mais ça fait une question, allez, cassez la route. Allez-y. Bien. Je pense que vous avez compris que notre président était un président visionnaire, qu'il est intéressable sur la question, et dans sa grande générosité, il vous propose de partager le cocktail dînatoire. Merci la Fédération. Merci Jean-Pierre.